What's up? Bienvenue tout le monde au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit? On reçoit nul autre que l'essayiste David Santarosa. Ok, ça a été un gros plaisir de le recevoir. Il est venu nous parler de son livre, dans le fond, son livre qui s'appelle La pensée woke. Fait que je vous encourage tout le monde à aller lire ça. Allez voir qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'ai beaucoup aimé notre podcast. Un podcast plus politique, je dirais, tu sais, qui est un petit peu plus sérieux, dans le fond, ouais. Peut-être c'est le meilleur mot pour le dire. Moi, j'aime bien David, surtout que je trouve qu'il était très nuancé, hein. Il était pas là pour parler en pointant du doigt le monde, mais juste en essayant de décortiquer un peu cette idéologie-là et de parler un peu justement des failles qu'il y a de tout ça et les débordements qu'il peut y avoir avec ce mouvement-là. Fait que, bref, ça a été vraiment un gros plaisir de le recevoir. Je vous encourage encore une fois à aller vous procurer son livre La pensée woke. Fait qu'un gros merci à David Santarosa. Et juste avant qu'on puisse commencer le podcast, tout le monde, juste encore une fois vous rappeler, si vous aimez le podcast, si vous aimez ça, vous voulez que je continue, juste encore une fois, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Mais avoir besoin de vos abonnements, là, sûrement avec ce podcast-là, il y en a qui vont vouloir le canceller. Fait que il y en a qui seront pas contents. Hey, par rapport à ça, si vous aimez pas le podcast, là, c'est correct. Et écoutez-le pas, il va en avoir un autre la semaine prochaine. Pas besoin d'écrire dans les commentaires à quel point que vous êtes blessé et offensé par ce podcast, ok là? Fait que, bref, c'est ça. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller le faire au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits. Il y en a à 3-4 piastres pour vous autres. C'est pas grand-chose pour moi. Ça fait toute la différence. Et ça va vous permettre, entre autres, de pouvoir écouter les podcasts d'avance. Pas besoin qu'ils sortent en ordre chronologique, comme en ce moment. Il y a un podcast avec Olivier Aubin-Mercier, un autre avec Ben Lefebvre, un autre avec Hugo Gérard et un autre avec Michel Lausière. Fait que c'est tous des excellents podcasts qui sont disponibles pour vous autres en ce moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique à une fois par semaine. Et ouais, ça, si vous voulez m'encourager, mais financièrement, mais vous pouvez pas le faire, c'est ça, financièrement, dépensant votre argent. Ben, c'est bien correct. Vous pouvez quand même le faire, hein, juste quand vous écoutez le podcast sur YouTube, ne cliquez pas sur passer les annonces, comme ça, moi je vais avoir un plus gros pourcentage sur mon partenariat de publicité avec YouTube. Ou sinon, je vous encourage tout le monde, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de rien manquer, laissez un petit commentaire. Laissez un petit thumbs up, ça va être super apprécié puis ça va m'aider avec les algorithmes. Sinon, je vous encourage à aller vous abonner à mon compte Instagram sur Jer Alain et ma page Facebook Jer Alain, Jer 2R et Alain 2L. Aussi, j'aimerais ça dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex The Voice, Michael Boulanger, Monsieur Camaro, Néo pis son gros pieux Vistec, Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Fait qu'un gros merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Essayez de pas vous chicaner encore une fois. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Je sais pas si on se revoit, mais en tout cas, bref, peu importe. On le dit jamais assez souvent. Joyeux Noël, bonne année. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir mon nouvel invité, David Santarosa. J'ai-tu bien dit ton nom de famille? Tu l'as très bien dit, Jer. Ah yes, je savais pas si c'était plus ça ou ça. Il y en a qui se trompent, des fois, mais il y a deux S, donc c'est Santa Rosa, ouais. Ouais, c'est ça, esti. J'ai pas mon secondaire 5, mais je sais quand même lire. Voilà. C'est ça, pour ceux qui te connaissent pas, je vais te faire un petit résumé. T'es titulaire d'un bac en philosophie et de 2 maîtrises, une en philosophie et l'autre en éthique et culture religieuse. Ouais, en enseignement de l'éthique. Yes, puis là, tu t'en viens nous parler justement de ton livre que tu viens de sortir. Ça s'appelle « La pensée woke, analyse critique d'une idéologie ».
Fait que gros merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. Je suis bien content d'être là. Yeah! Là, on va essayer durant le podcast. J'espère qu'on n'entendra pas trop les klaxons. Ah non, c'est la fin du match. Ça vient de se terminer, là, le match Canada-Maroc. Ah, ok. C'est ça, Maroc a gagné 2-1. Ok. Fait que là, c'est pour ça, les klaxons. Ben, c'est ça, pas, puis là, ça arrête plus, là. On devrait être pas pire. Ah ouais. Ou sinon, on va se dire, c'est parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, il a pas pu rentrer à la Chambre Bleue, fait qu'ils sont vraiment pas contents. J'aime mieux ce récit-là, moi. J'aime mieux ce récit-là. Cool. Fait que, moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? Ouais. Ben, tu sais, on entend... C'est un mot qu'on entend souvent, là. Le Oui, mot c'est woke, ça. wokisme. Tu sais, Ouais. le Journal de Montréal l'utilise beaucoup. Puis il y a toutes sortes de débats depuis quand même plusieurs années autour quand même d'un nouveau mouvement à gauche, tu sais, sur les enjeux de liberté d'expression, les enjeux de racisme, les enjeux de sexisme. Puis on pensait que ces débats-là étaient quand même réglés, d'une certaine manière. Tu sais, pas que le racisme ou le sexisme, ça n'existe plus, mais on avait l'impression que le débat était en quelque sorte derrière nous. C'est-à-dire que le racisme, évidemment, c'est mal. Le sexisme, évidemment, c'est mal. La liberté d'expression, on la défend. Donc on avait l'impression que le débat était derrière nous, même si ici et là, évidemment, il reste des personnes racistes, sexistes. Mais le débat était derrière nous. Puis là, on arrive avec une nouvelle idéologie qui met des nouveaux... qui pointe du doigt des nouveaux éléments qui seraient racistes, sexistes. Ils remettent en question cette idée-là de liberté d'expression, où est-ce que justement, la liberté d'expression, il devrait avoir certaines limites, ça serait un espèce d'outil d'oppression contre les minorités. Donc là, je me suis dit, ben, ça prend... faut qu'il y ait un livre là-dessus. Je suis pas le premier d'ailleurs à parler de ça dans un livre. Là. Il y en a eu d'autres. Au Québec, par contre, il y en a eu pas tant que ça, qui l'ont abordé vraiment dans des livres, dans une version longue. Je pense que c'est important, justement, analyse critique d'une idéologie. J'ai pas voulu faire une espèce de, tu sais, un débat Facebook interminable, mais vraiment, tu sais, me baser, puis d'ailleurs, dans le livre, je me base sur des œuvres woke, entre guillemets, néo-progressistes, qu'on pourrait appeler. Puis je me dis, OK, je vais la prendre au sérieux, cette idéologie-là, puis essayer de débattre, de discuter avec elle. Ben, c'est ça, puis de décortiquer, justement, certains arguments. Ouais. C'est ça. Tu peux-tu nommer, justement, des... Ouais, ben, tu sais, très rapidement, par exemple, la liberté d'expression, je l'analysais le livre « On peut plus rien dire » de Judith Lucier, qui est une chroniqueuse quand même assez connue, qui a même déjà fait un peu de show d'humour, je pense, d'ailleurs. Ah, ça se peut. Je pense que oui. Ouais. Puis, tu sais, dans son livre, elle dit finalement que, ben, tu sais, tous les débats de liberté d'expression, Guy Nantel, Mike Ward, Charlie Hebdo, il y a quelques années, où est-ce qu'on se rappellera, les journalistes de Charlie Hebdo qui s'étaient fait tuer à cause de caricatures de Mahomet, là, en France. Elle va dire, ben, finalement, il y a plus ou moins de problèmes de liberté d'expression aujourd'hui. En fait, c'est des espèces d'hommes blancs qui chialent qu'il n'y aurait pas assez ils peuvent pas tout dire ce qu'ils veulent dire, ils pourraient pas avoir des propos discriminatoires, alors qu'on sait bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, c'est pas juste les vedettes qui se censurent, c'est le commun des mortels. Tu sais, sur un lieu de travail, à l'université, dans une classe, on va refuser de dire nos idées de peur de se faire juger, de peur d'exclure exactement. Puis généralement, c'est des personnes qui sont quand même de bonnes intentions, qui ont des interrogations. Tu sais, je veux dire, la discrimination positive, tu sais, qu'il y a à l'université, par exemple, en ce moment, là, peut-être que tu as suivi les dossiers, mais... Ouais, pour les chaires de recherche, justement, exactement, pour les subventions, puis tout ça. Exactement, tu sais, que d'emblée, on exclut les hommes blancs hétérosexuels. Je suis désolé, mais il y a des débats à avoir là-dessus. On peut être pour, on peut être contre, là. Mais de présenter ça comme, non, il n'y a pas de débat à avoir, puis si t'es contre, t'es une espèce d'intolérant raciste, ben non, je veux dire... T'es diabolisé, juste de remettre en question. Exactement, puis les gens se retiennent, il y a beaucoup d'autocensure, puis c'est jamais bon, l'autocensure pour la démocratie. Il faut discuter de nos idées, puis après ça, il faut les intellectualiser, il faut les dire avec respect, puis tout ça. Il y a une manière de le dire, je pense. Puis il faut l'apprendre, cette manière-là. Mais il y a vraiment beaucoup d'autocensure de l'étudiant ordinaire. Tu sais, c'est pas juste Mike Ward, Mathieu Bock-Côté, Guy Nantel qui se censurent. Là. C'est le monsieur et madame tout le monde à la cafétéria sur l'heure du dîner avec des collègues. Ça arrive souvent, je pense beaucoup plus souvent, trop souvent. Je pense à mon goût. Là. Ben c'est ça, puis ça commence à être répandu pas mal tout partout, tu sais, que ça soit, c'est ça, dans les médias, dans les universités, dans les entreprises aussi, tu sais, on va voir ça. Ouais, dans les entreprises, c'est le triptyque EDI, hein, équité, diversité, inclusion, tout passe par ça, puis qui sont
ce sont des idées quand même en soi positives. C'est-à-dire, tu peux pas être contre l'équité, tu peux pas être contre la diversité, tu peux pas être contre l'inclusion. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a différentes manières de concevoir l'inclusion. Il y a différentes manières de concevoir comment la diversité, comment on gère ça. Parce que, tu sais, oui, la diversité, c'est important, mais faut qu'il y ait quelque chose qui unit cette diversité-là. Puis dans les dernières années, puis là, je peux parler du contexte québécois vraiment en particulier, on a vu des emplois, des milieux, en fait, qui disaient, ben, on va mettre le français de côté parce que ça nuit à la diversité, ça nuit à l'inclusion. Parce que supposément, l'anglais, ça serait la langue de la diversité et de l'inclusion. Donc, au nom de la diversité et de l'inclusion, on met de côté justement l'héritage francophone, cet élément-là de la loi 101, que le français, c'est la langue commune, justement, c'est la langue de la diversité. D'ailleurs, la loi 101, c'est bien une loi au Québec qui a permis la mixité sociale, que des personnes de différentes origines arrivent dans une école puis parlent la même langue. C'est la loi 101, tu sais. Et pourtant, la loi 101 a été démonisée en 1976-1977 dès que ça a été réfléchi. Ben ouais, c'est ça, parce que ça vraiment, tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont le regarder en faisant « Hey, il y a une chance, la loi 101, puis elle est aimée. » En tout cas, par majorité, on pourrait dire. Dans l'espace public, je pense que oui. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais au début, quand c'est arrivé, écrit, ça n'a pas été... ça n'a pas fait l'unanimité. Non, pas du tout. C'était vraiment démonisé. Tu sais, justement, on disait Parti québécois, parti de nazis, là, tu sais, on utilisait... Oui, on disait ça sans problème. Et même ça, c'est intéressant quand même, là, je suis pas un expert du PQ non plus, là, mais parce que le père de la loi 101, c'est Camille Lorrain. Puis à l'époque, Camille Lorrain, quand il présente la loi 101, même René Lévesque est pas sûr d'embarquer. Ouais. Même René Lévesque était comme, ouais, vraiment. Puis c'est Camille Lorrain qui a vraiment combattu, qui a essayé de convaincre tous les ministres, puis finalement... OK, oui, on le fait. Ouais. Puis là, finalement, c'est un des plus gros héritages du Parti québécois des années 70. Ben ouais, parce qu'il y avait une grosse bataille. Je pense que c'est Robert Bourassa, il avait perdu l'élection à cause de ça, où il avait démissionné, je m'en souviens plus trop. Là. Mais en tout cas, il me semble une affaire de même. Là. Parce qu'il y avait déjà une grosse, ben pas une guerre, là, mais il y avait un gros problème de société avec ça. Oui, il y a eu beaucoup de... Ouais, tout à fait. Là, faudrait que je relise mes affaires, mais oui, Robert Bourassa, il avait essayé de faire une loi sur le français qui était insuffisante pour l'époque, exactement. Puis là, le Parti québécois avait rétorqué avec ça, avec justement Camille Lorrain qui avait mis ça de l'avant. Me semble c'est ça, mais en même temps, gars, moi je me fie à mes vidéos YouTube. Fait que faut pas trop non plus se fier à moi. Mais c'est ça, fait que dans ton livre, justement, c'est ça, tu définis le terme woke, mais est-ce qu'on peut... comment qu'on définit ça, justement? Tu sais, ben, on peut prendre la traduction littérale, tu sais, le fait d'être éveillé. Je pense que c'est un bon départ, c'est-à-dire que pour les woke, ça part pas nécessairement de quelque chose de totalement farfelu, c'est de dire chaque norme dans la société, derrière chaque norme se cache une forme de discrimination. Donc justement, derrière la loi 101, ah oui, la loi 101, ça favorise le français, tout ça, mais en même temps, est-ce que ça nuit à certains immigrants qui, justement, c'est pas leur première langue? Ben, probablement que d'une certaine manière, ça peut les nuire à court terme, mais en même temps, on fait des programmes pour les aider, puis tout ça, je pense qu'on les laisse pas à eux-mêmes, les immigrants. Et là, les woke, c'est ça qu'ils vont dire, ils vont dire, ben derrière ces normes-là se cachent en fait des discriminations. Donc, il suffit d'être éveillé, justement, d'être éveillé pour voir les discriminations. Puis là, je lisais tantôt, là, justement, c'était dans le Globe and Mail, je pense, on disait justement, tu sais qu'on fait un 5 à 7 après une journée de travail, là, un jeudi. Ben là, on disait, ben écoutez, est-ce que ça exclut les gens qui boivent pas d'alcool? Est-ce que ça exclut les gens qui, je sais pas, sont parents peut-être, puis ils peuvent pas finalement faire du networking, comme on dit. Donc vraiment, derrière chaque norme de la société va se cacher des discriminations qui sont comme cachées, et il suffit d'être éveillé pour le voir, pour voir ces discriminations-là. Mais là, ça peut aller très très loin justement d'en voir des discriminations. Puis là, attache ta tuque, Jer, parce que j'ai fait une recherche sur ce qu'on appelle le racisme dans l'enseignement des mathématiques. OK? Puis là, dans ce document-là, très sérieux, fondé par la fondation, financé par la fondation Bill Gates, appliqué dans des genres de commissions scolaires aux États-Unis, là, c'est pas exactement ça, c'est des districts, là, mais peu importe. Puis là, on va dire que, par exemple, quand un professeur demande aux élèves de lever la main pour parler, avant de parler, là, ça participe à la suprématie blanche dans la classe.
Ah ouais? C'est quoi leur argument? Ben, c'est ça, c'est juste, en fait, là, on fait toutes sortes de pirouettes intellectuelles, là. Ouais. Tout ça est sérieux, c'est des universitaires qui ont fait ça, là. Ouais. On va dire, c'est parce que c'est un acte paternaliste de la part de l'enseignant. Tu sais, il y a une espèce de contrôle de la parole dans la classe. Et le paternalisme serait d'une certaine manière propre à la suprématie blanche. On comprend pas trop pourquoi, là. Ouais. Mais je mettrai j'enverrai le lien peut-être, parce que tout ça existe, là, tout ça est documenté. Ah ouais. Des professeurs d'université, des chercheurs ont fait ça. Donc là, tu te dis, OK, mais là, si demander aux élèves de lever la main participe à la suprématie blanche, on n'est pas sorti du bois. Là. Ouais, c'est ça. Donc, Puis c'était pas dans une université qui avait pris un texte de Hitler puis l'avait remplacé par des mots, au lieu de dire comme les Juifs, c'était comme l'homme blanc, Ouais. puis ils avaient remplacé. Ouais, exactement. Puis juste pour faire un test, puis ça avait été partagé par justement les... Oh, oui, ça avait été accepté. C'était un trio là, de chercheurs un peu là, qui avait. C'était James Lindsay, Peter Boghossian et Ellen Pluckrose qui C'est avaient quand fait même les. fou, pareil, man. Puis c'était un texte qui était... Oui, exact. Ouais, ça, c'est que tu te dis jusqu'à quel point C'est ça. tu peux tout dire C'est sur ça. le dos des. Puis le pire, c'est que moi à prime abord, tu sais, quand tu regardes ça en surface, moi, je trouve que c'est des belles valeurs, des fois, qu'ils défendent, tu sais. C'est des beaux buts, c'est des... Mais souvent, c'est la façon qu'ils le font, tu sais, puis que... Tu sais, qu'ils vont balayer du revers de la main n'importe qui est pas juste pas d'accord avec les autres, mais qui soulève une question, tu sais, parce que si on regarde... mais là, tu sais, on parle vraiment... Ah ben, gars, ça va pouvoir en même temps m'en venir avec une question. Est-ce que, quand on dit quelqu'un est woke, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui est radical de gauche? Je pense. Est-ce que c'est radical? C'est quand même très à gauche, je pense. Parce que justement, c'est une remise en question de toutes les normes de la société, ou à peu près. Je dis, Lucie a dit qu'il faut déconstruire toutes les bases de la société. Il y a d'autres auteurs, Natacha Canapé-Fontaine, qui dit qu'il faut refaire les bases de la société. Quand on utilise des termes comme ça, je veux dire, c'est pas exagéré de dire que c'est radical quand même. Refaire les bases de la société. Déjà, il y a quelque chose d'un peu. Qui relève un peu du narcissisme, quelque chose. Je sais, moi, je vais refaire les normes de la société. Moi, je sais comment ça devrait marcher. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu ambitieux là-dedans. Donc c'est ça. Mais donc, le wokisme, oui, c'est en quelque sorte, je pense, radical. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aborder les sujets parce que, tu sais, ils peuvent pointer certaines choses, des discriminations ici et là qui peuvent arriver. Puis, tu sais, justement, je prends l'exemple de la loi 101. Tu sais, est-ce que certains immigrants peuvent avoir certaines difficultés de francisation puis tout ça? Bien sûr. Puis je pense qu'il faut en parler. Mais quand on commence à remettre en question tous les acquis de la majorité historique francophone, par exemple, ben là, c'est plus agaçant. Quand on commence à dire que les Québécois, ben, c'est une culture blanche, puis c'est une culture d'oppresseurs, de colonisateurs, puis qu'on fait aucune nuance là-dedans, c'est véritablement agaçant, pour rester poli. Puis c'est comme pas connaître l'histoire du francophone. Ben du non, Québécois exactement. Tabarnak, ça a longtemps été l'ouvrier qui travaille dans les usines à s'en crever, tabarnak, tu sais. Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on oublie, ça, il y a des statistiques là-dessus qui sont assez intéressantes. Tu sais, les Québécois francophones, au début des années 60, là, c'est hier, là, tu sais, mes parents sont nés dans les années 60. Puis au début des années 60, les Québécois francophones avaient moins de scolarité que les Noirs aux États-Unis, en termes d'années d'études en moyenne. Ah ouais. Tu sais, puis tu te dis, c'est incroyable, là. Puis en termes de... en termes de salaire, là, c'est-à-dire c'était à peu près les francophones par rapport aux anglophones faisaient à peu près 50% du salaire. Puis c'était la même chose aux États-Unis, les Noirs par rapport aux Blancs. Là, je suis pas en train de dire que les Québécois francophones puis les Noirs aux États-Unis, c'était la même chose. Ouais, ça, c'était le même combat, pantoute. Non, pas du tout. Là, on n'a pas vécu l'esclavage, par exemple. Mais c'est plus de comprendre que de voir ça comme, c'est... Au Canada, les francophones et les anglophones, là, c'est des blancs, puis c'est interchangeable, tout ça. Non, pas du tout, là. Mais pas du tout. Donc ça, je pense que c'est important de comprendre. Et il y a cette histoire-là, justement, qui est à transmettre aux jeunes. Puis avec le wokisme, on remet en question toute cette transmission-là de l'histoire. Cette histoire-là aussi. Puis ça, c'est négatif, je pense, pour justement la transmission d'une mémoire, d'une histoire. Là.
Comment quelqu'un peut le définir woke, c'est ça? C'est quand c'est-tu de quoi qui va trop loin? C'est de quoi qui... Parce que, tu sais, je pense qu'une erreur qu'on peut faire qui va finir par un peu galvauder... Parce que le terme est galvaudé. Ouais, je pense c'est que ça. oui. Tu sais, puis il est utilisé pour être discrédité. Ça, puis je le dis dans le livre, je dis, il y en a qui l'utilisent Ouais. à toutes les sauces. Il y en a C'est qui ça. l'utilisent pour le discréditer. Mhm. Moi, Même- quand je même- l'utilise, je fais pas pour C'est ça. ça, mais même moi, tu sais, je me souviens, c'est ça, moi, souvent, les social justice warriors, Mhm. le politiquement correct, Mhm. ça me tape ses nerfs. Mais oui. esti. Mais j'essaie quand même tout le temps d'écouter les revendications, puis d'essayer de me confronter là-dedans Ouais. pour voir où c'est que moi je me situe là-dedans, parce que je veux pas devenir moi-même une chambre d'écho, là, tu sais. Ouais, c'est important. Ouais, c'est ça, c'est très important. Mais, ben c'est ça, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, Chris, comment... Tu sais, puis quand je dis, lui, il est woke. Mais comment d'abord, je pourrais le dire avec d'autres mots, tu sais, pour le définir. Puis je me rendais compte que j'étais même pas capable de le faire. Fait que là, c'est pour ça que j'ai commencé à lire un peu plus, puis à savoir, parce que je fais comme Chris, j'ai pas rapport, là. Moi, en tout cas, moi-même, je me trouve graine, là. Fait que, tu sais, si je veux pouvoir améliorer mon vocabulaire, mon argumentaire, puis juste ma pensée là-dedans, puis savoir où je me situe, tiens, fait que, bref, en tout cas, tout ça, je vais te laisser aller. C'est... Comme je disais, c'est sûr ça sert à discréditer. Puis, justement, des fois, les auteurs vont dire « Ah, le wokisme, les woke, ça n'existe pas. » Justement, tu sais, c'est galvaudé, ça sert à discréditer. Mais en même temps, quand on leur demande « OK, mais votre idéologie, vous devez bien en avoir une, ça doit bien avoir un nom, cette idéologie-là. » Tu sais, ça existe des libéraux, des conservateurs, des socialistes, des communistes, des anarchistes. Il y a plein de mots qui existent. Mais ils refusent toujours de se mettre une étiquette. Ou ils vont juste dire « Ah, progressiste », c'est quelque chose de vraiment minimal. Alors que non, je pense qu'il faut pointer du doigt cette idéologie-là. Mettre un mot dessus. Peut-être qu'on va en trouver un meilleur. Tu sais, parfois, j'utilise néo-progressiste, c'est-à-dire, tu sais, oui à gauche, mais en même temps, il y a quelque chose vraiment de nouveau, justement, dans ce mouvement-là. Je sais que j'ai déjà entendu aussi, tu sais, féministe de troisième vague. Là, ouais, exactement. Ça reste quand même, je pense que tu as raison, je pense que le wokisme s'inscrit dans le féminisme de troisième vague, mais ça reste quand même plus un vocabulaire universitaire, tu sais, histoire du féminisme. Tu sais, je pense que c'est vrai, mais tu sais, pour le commun des mortels, commencer à parler de féministes de troisième vague, je sais pas, je trouve, bien que ce soit vrai, ça serait quand même bizarre de lire ça dans un journal. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de... Ok, toi, tu parles justement de quoi qu'on en retrouve plus dans le courant populaire. Ouais, ben c'est ça, tu sais, dans mon livre, j'analyse justement l'essai de Judith Lucier, le documentaire de Fabrice Ville, Briser le code, qui avait beaucoup circulé dans les dernières années, et un livre de Natacha Canapé-Fontaine aussi. Donc, c'est vraiment de quelle manière cette idéologie-là est dans l'espace public, en quelque sorte. Parce qu'il y a eu toute une tournée médiatique avec ces œuvres-là. Puis il y a eu des accueils. C'est ça qui m'a frappé aussi. Toutes ces œuvres-là ont reçu des accueils unanimes. C'était génial. On disait que c'était des œuvres qui étaient pédagogiques. Vraiment, ils n'ont jamais été remis en question à Radio-Canada, Le Devoir, La Presse. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai fait ce livre-là, parce que, je veux dire, ça n'a aucun sens qu'on prenne pour argent comptant les idées qui sont présentées dans ces livres-là. Tu sais, puis je peux donner un exemple, moi, ce qui est même choquant. À un certain moment, Judith Lucier a dit, elle parle justement, elle, des Social Justice Warriors, parce que c'est un livre qui date de 2019, les SJW, comme on dit, puis les woke, on est quand même dans la même idéologie. Elle va dire, la raison pourquoi ça nous choque, c'est pas... une des raisons pourquoi ça nous choque, c'est que des fois, ils se trompent de cible. Puis là, elle donne un exemple, elle dit, en de nombreuses occasions, des militants ont écrit sur des condos, brûle, condo, brûle. Mais en fait, c'était pas des condos, c'était des coops d'habitation. Donc, pas des gens en moyen. Ah, ils s'avaient trompé. Ils s'étaient trompés. Ah, c'était du monde qui voulait faire... comment t'appelles ça encore? Quand il y a un quartier qui prend de la valeur, là, c'était ça. De l'embourgeoisement, de la gentrification. Gentrification. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Puis là, ils voulaient faire ce vandalisme-là, c'est du vandalisme. C'est une forme de menace. Brûle, condo, brûle. Puis là, elle, de son point de vue, c'était ils se sont trompés de cible. Mais je veux dire, attends, là, même si ça avait été des condos de luxe, dans une société démocratique, on peut pas commencer à écrire brûle, condo, brûle, tu sais. Puis là, t'as Judith Lucier, qui est quand même une figure connue, une chroniqueuse dans les médias, qui écrit ça, qui banalise un acte quand même criminel. Ah ouais. Puis
dans sa tournée médiatique, tout le monde en parle, Le Devoir, la presse, c'est Ça a jamais pas été soulevé. remis en Là, tu question. te dis... fait que c'est là aussi qu'il tombe un peu dans... Tu sais, extrémiste de gauche, alors qu'on est complaisant envers la violence, tu sais, puis... Tu sais, je veux dire, moi, je suis radicalement démocrate, en quelque sorte, tu sais. C'est-à-dire, la violence politique, c'est inconcevable dans une société. Ben ouais. C'est ça, tu considères-tu justement que les médias sont vraiment plus ancrés dans ce mouvement-là, justement? Parce que, tu sais, on le voit à Radio-Canada, là, tu sais, il y en a de plus en plus de nouvelles qui ressortent. Tu sais, comme là, justement, la dernière, que je pense c'est hier, on l'a entendu, celle qui vont bannir des mots. Mm-hmm. Puis je pense que ça va même plus loin que bannir des mots. C'est qu'il faut reprendre le journaliste ou la personne doit reprendre... Il doit s'excuser en direct à la caméra. Dire, excusez-moi, il vient de dire Ouais, c'est ça. l'été des Indiens, on n'a plus le droit de dire Indien, donc il faut s'excuser, tu sais. Ah ouais. Donc, il faudrait s'excuser en direct, donc c'est quand même particulier. Puis c'est ça, puis ça peut pas être diffusé Non, exactement, après. ils vont faire Faut du qu'il y ait montage ou ouais. quelque chose du genre. Ouais, exactement. Ben, je pense que... Tu sais, si c'était... Parce que, tu sais, par exemple, le Journal de Montréal... En fait, ça, faut le dire, je pense. Le Journal de Montréal, on peut certes faire beaucoup de critiques au Journal de Montréal, mais c'est là où il y a le plus de diversité d'opinion dans les médias. Il y en a plus qu'au Devoir, il y en a plus qu'à la presse, il y en a plus qu'à Radio-Canada. Mais, tu sais, quand tu es une entreprise privée, au final, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu sais, si le Journal de Montréal prenait un virage woke, c'est une entreprise privée rendue là. On peut la critiquer, mais Radio-Canada, Télé-Québec, tu sais, des diffuseurs publics, c'est vrai. c'est ça qui m'agace le plus. C'est ça qui m'agace le plus. S'il y en a un qui devrait être objectif, voilà, puis diversifié, ça serait exactement. lui, puis à Radio-Canada, manifestement, il y a un fort biais à gauche. Un biais woke, ça m'apparaît évident. Là. Puis je donne des exemples dans le livre d'ailleurs. Puis en plus qu'ils sont là pour promouvoir l'union nationale. Là. Aussi, oui, il y a ça aussi. Exactement. Oui. Il y a pas notre diffuseur public canadien n'est pas purement objectif, ça c'est sûr. Il y a quand même du bon. Faut pas non plus tomber dans l'espèce de démagogisme que Radio-Canada tout est pourri. Ouais, ça, là, faut pas diaboliser. Exactement. Parce que sinon on serait pas mieux que l'autre. Non, exactement. Ça, je pense que c'est important de nuancer ça. Il y a du bon travail qui se fait, mais dès qu'on tombe dans l'analyse, dès qu'on tombe dans les opinions, c'est très, très orienté. C'est très, très orienté. Puis je donne un exemple dans le livre, justement. Il y avait Mathieu Bocoté qui était allé pour son livre L'Empire du politiquement correct. Il était allé à l'émission Plus on est de fou, plus on lit de Marie-Louise Arsenault. Et Judith Lucier était allée pour son livre On peut plus rien dire. Donc, 2 livres qui abordaient le politiquement correct, la liberté d'expression, tout ça. Ouais. Puis 2 idéologies différentes. Exactement. Puis le traitement est totalement différent. Là, Marie-Louise Arsenault est d'accord avec tout ce que Judith Lucier dit. Je suis là, oui, c'est vrai. Puis Mathieu Bocoté, il arrive puis il se fait tout de suite questionner. Ouais. Mais en théorie, ça serait... C'est plus hostile. Là. Ouais, exactement. Mais en théorie, c'est correct que Marie-Louise Arsenault questionne Mathieu Bocoté. Le problème, c'est que quand il y a l'auteur woke qui vient s'asseoir dans la même chaise, il n'y a pas le même traitement. C'est super complaisant. Donc, c'est vraiment ça. C'est que on est très critique envers les gens un peu plus nationalistes. D'accord. Soyons là aussi avec la gauche woke. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire dans le livre, de dire, regarde. Le problème, c'est pas d'être critiqué. Le problème, c'est d'avoir un traitement de faveur. Exactement. Il y en a qui ont... C'est vraiment, il y a un traitement avec complaisance. Ça m'apparaît... C'est évident. Là. Quand tu écoutes ça, puis je donne plein d'exemples dans le livre, on est vraiment là-dedans. Là. Puis c'est ça. Puis Télé-Québec avec Briser le code. Je sais pas si tu te rappelles de ce documentaire-là. Non. C'est un documentaire avec Fabrice Ville qui voulait mettre de l'avant que les minorités au Québec ont un code à suivre au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des normes sociales par les Français. Je veux dire, on agit tous d'une certaine manière dans l'espace public. Il y a un code, puis ce code-là serait comme par définition raciste, discriminatoire. Et là, on avait... Télé-Québec, pendant le confinement, avait dit... OK, on reçoit Fabrice Ville aujourd'hui, montrez ça aux élèves. Télé-Québec avait fait une espèce de... C'était quoi? C'était lait suppléant, quelque chose comme ça. Puis c'était comme des capsules à destination des élèves pendant qu'ils sont en confinement pour suivre ça. Et là, soudainement, c'est ça, Fabrice Ville, qui est un chroniqueur, il a droit à ses opinions, là. Mais tu sais qu'on le présente comme, lui, c'est pédagogique ce qu'il va présenter. Le Québec, son code, sa culture serait fondamentalement discriminatoire.
Pourquoi c'est dans les écoles? Là? C'est vraiment agaçant, tout ça. Donc, justement, toujours complaisance. On enrobe ça. Ah, c'est pédagogique, eux autres. C'est pas idéologique. Hein, ça serait objectif parce qu'ils seraient justement du côté des minorités et tout ça. D'ailleurs, ils sont du côté de certaines minorités, j'ai envie de dire, parce que c'est pas toutes les minorités qui sont woke, là, loin de là, je pense. Ouais. Il y a justement, tu sais, ça me fait penser qu'il y a justement un chapitre dans ton livre que tu parles que le wokisme, c'est comme tu as fait une analyse justement comme quoi c'est une idéologie qui est dominante. Ouais. C'est ça, c'est quoi tu voulais dire? Ouais, ben, parce que justement, je reviens à Judith Lucier, c'est comme un peu la matrice de mon... tu sais, je pars de ses idées, parce que je pense qu'elle est quand même très généreuse dans ses idées. Ouais. Tu sais, elle dit ce qu'elle pense, puis elle les explique. Donc ça, je pense que c'est très positif pour le discours public, parce qu'il n'y a pas... Tu sais, elle est transparente d'une certaine manière. Puis aussi, ça doit représenter aussi cette idéologie-là. Oui, exactement. Et c'est ça le but de son livre. C'est pour ça qu'on disait que c'était comme pédagogique, parce qu'elle représentait cette idéologie-là. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'elle a fait un bon travail aussi. Mais ça, ce qu'elle va dire, c'est la pensée dominante, c'est ce que tient pour acquis la majorité des gens. Mais c'est pas ça, la pensée dominante. Monsieur et madame tout le monde sur la rue, là, c'est pas eux autres qui ont la force idéologique, en quelque sorte. Une pensée dominante, c'est quoi? C'est une pensée qui agit en maître sur une autre pensée. C'est une pensée qui va dire... à cause d'elle, tu vas te faire licencier, par exemple. C'est à cause d'elle que tu vas recevoir des formations en entreprise. C'est ça, la pensée dominante. C'est pas la pensée de monsieur et madame tout le monde. Puis ce que je montre dans le livre, à l'aide de quelques exemples, c'est que justement, cette pensée-là est dans les institutions. On parlait de Radio-Canada il y a quelques instants. Le gouvernement fédéral fait des formations qu'on peut appeler woke, là, où est-ce que, justement, on va dire que le Canada, fondamentalement, c'est le colonialisme, puis on peut pas remettre ça en question. Puis là, on va tout reprendre le vocabulaire, privilège blanc, racisme systémique, etc., etc. Là. Fragilité blanche, il y en a des dizaines de vocabulaire woke, là, dizaines de mots de vocabulaire dans le lexique woke. Donc, c'est pour ça, c'est dans les institutions, dans les hautes sphères de pouvoir, je pense que le wokisme est présent. Chez Google, c'est présent. Chez Nike, chez Coca-Cola, c'est partout présent. Mais par exemple, dans le commun des mortels, je pense pas qu'ils adhèrent à cette idéologie-là qui n'est pas toujours faux. Mais quand on commence à... Parce que justement, c'est une idéologie politique. Puis quand on commence à faire des formations qui sont politiques en entreprise, c'est là que ça devient... T'es pas supposé de former les gens sur leur idéologie politique. Justement, il y a une pluralité qui est possible, il y a une différente manière d'entrevoir comment on gère ça, la diversité, comment on gère ça, la liberté d'expression, comment on gère ça, le sexisme. Mais il faut que ça soit objectif, là, tu sais, aussi. Là, exactement. Puis on peut pas éduquer des adultes. Un adulte, à un certain moment, c'est un citoyen. Tu sais, la politique, c'est l'endroit où c'est des égaux. Tout le monde est égal en politique. C'est tous des citoyens. Mais là, quand on commence à éduquer, attends, moi je suis l'éducateur, toi tu dois être éduqué parce que tu connais pas comment ça marche. Ouais. Écoute, ferme ta gueule puis écoute-moi. C'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Le monde sont pas très réceptifs. Ben, évidemment. Imagine recevoir une formation comme ça où on te dit d'emblée, tu sais quoi, Jer, t'es raciste, puis je vais t'expliquer ce que tu dois faire maintenant. Est-ce que tu penses que tu vas être d'emblée... Ah ouais, je vais t'écouter. Non, tu sais, c'est comme une manière... Ben moi, j'ai un tempérament qui est... Tu sais, mais c'est sûr, dans ma tête, je fais comme... Bon, ben, tu viens de te tirer dans le pied. Mais parce que je suis quand même quelqu'un de très curieux, je vais quand même prendre le temps d'écouter pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Parce que Chris, il y a peut-être des affaires que je sais pas. Là. Chris, tu sais, C'était qui? Je pense que c'était Socrate, je pense, qui disait, genre, il y a une affaire que je sais, c'est que je sais rien, tu sais, ou un enfant de même. Puis je trouve ça, c'est une belle façon de penser, tu sais, parce que quand tu penses que tu sais tout, ben c'est là que t'as rien compris. T'as tout le temps de quoi apprendre. Fait que... Mais, c'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, tu sais, le wokisme va se mettre à l'opposé de cette idée-là, c'est-à-dire que tout doit passer en quelque sorte par l'éducation, justement. Il faut éduquer les gens. S'ils sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'ils sont pas assez éduqués. Il y a pas d'opposition légitime. Puis ça, Judith Lucier, elle dit... Faut que j'arrête de parler de Judith Lucier quand même. Mais, tu sais, c'est-à-dire il y a pas d'opposant légitime. L'opposant, c'est quelqu'un, soit une mauvaise personne, ou soit quelqu'un qui est pas assez éduqué.
Donc souvent, on entend ça, il faut éduquer la population, il faut éduquer Dans la tête de la personne. Exactement. Ouais. Puis là, tu te dis, attends, mais là, il y a des véritables débats à avoir aussi. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il y en a qui... Est-ce qu'il y en a qui leur manque des informations pour comprendre des enjeux? Oui, aucun problème. On est tous prêts à le reconnaître. Mais de vouloir régler tout débat autour de dire, c'est parce que lui, il est pas assez éduqué. Ouais. Si je l'éduque, là, il va comprendre. Puis il va être d'accord avec moi. C'est-tu là, dans le fond, se retrouve à être la faille de ce mouvement-là? Ouais, je pense que oui. Puis c'est là que les gens décrochent. Mm-hmm. C'est là que les gens décrochent. Parce que, tu sais, je pense que quand même une bonne partie de la population est quand même sensible aux inégalités, aux discriminations. Tu sais, au Québec, on a quand même un appareil social assez fort avec les impôts, le système d'éducation. Tu sais, on a quand même certaines tendances un peu plus à gauche, tu sais, sur le plan social. Mais, tu sais, quand tu vois des personnes se mettre sur la place publique, puis moi, je sais comment ça marche, écoute-moi, avoir un ton très... tout ça est dans le ton aussi, tu sais, très arrogant, très au-dessus de ses affaires. Moralisateur. Ouais. Justement, le dialogue n'est pas possible. Puis ça, d'ailleurs, le dialogue, dans mon livre, j'en parle beaucoup parce que c'est une idéologie, justement, qui va se draper de cette idée-là de dialogue. Qui va dire, nous, tout ce qu'on veut, c'est un dialogue. On veut parler de sexisme, on veut parler de racisme, on veut parler de ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que non, ils ne veulent pas parler. Parce que justement, ils vont parler de... Ça va être soit dans mon camp ou soit t'es l'adversaire. Exactement. Mais ça, c'est pas un dialogue. Un dialogue, c'est... Il n'y a pas d'échange. Tu m'en donnes, puis je t'en donne, puis il y a une forme de compromis qui est possible. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le compromis. Ouais. Puis moi, qu'est-ce que j'haïs, là, c'est le monde qui écoute pour répondre et non du monde qui écoute pour entendre, tu sais. Puis souvent, c'est ça l'affaire, c'est, tu sais, fait qu'ils écoutent pas vraiment, c'est qu'ils veulent juste essayer de trouver la faille dans ce que tu viens de dire. Peu importe le, tu sais, et au détriment de peu importe, tu sais, ça, même près d'un fois à agir. Puis là, tu sais, je dis pas que c'est que à eux autres, là, tu sais, ça, il y a tout le monde, tu sais, peu importe ton idéologie, du bord que t'es, du monde qui font ça, moi, ça m'énerve raide, là, tu sais, genre, qui vont être prêts à, c'est ça, à de malice, tu sais, puis à des sophistes, peu importe lequel, pour essayer de gagner le débat, pour essayer, ben, tu sais, Chris, il n'y a rien de productif là-dedans, là, tabarnak, là, il n'y a personne qui va ressortir gagner. C'est peut-être bien beau parce que ça flatte ton ego, mais... Tu sais, t'es pas plus meilleur pour autant. Je pense que t'as raison, mais il y a une forme de jeu qui se passe en ce moment de... Je me promène sur les réseaux sociaux puis j'essaye de prendre en défaut quelqu'un. Ouais. Tu sais, puis... Et je pense que tout le monde, tu sais, puis moi aussi, pour le moment, que je participe à ça d'une manière ou d'une autre. Là. Ouais, parce qu'on est humain. On est exactement, là. Mais, puis... Je suis enseignant au secondaire, puis je sens aussi quand même mes élèves là-dedans. Tu sais, est-ce que le prof va en échapper une? Est-ce que je vais être capable de... Il a dit une phrase, là, puis je la prends hors contexte, puis hey, il a dit ça. Donc, tu sais, il manque un peu de bonne foi dans le dialogue, puis on essaie de... Ça, ouais. On essaie d'aller chercher quelqu'un à contre-pied, puis il a dit ça, il a dit ce mot-là, Peut-on prendre en considération le contexte, les intentions de la personne? Ah, c'est ça. Quand tu balais du revers les intentions... Oui, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut juste prendre en considération les intentions. Non, ben non. Mais parce qu'il faut prendre en considération comment le message est perçu aussi. Ouais. Mais ce qu'on nous dit, je l'analyse dans le livre, le wokisme dit « les intentions ne comptent pas ». Ça, c'est écrit tel quel, puis dans les formations du gouvernement du Canada, c'est écrit « les intentions ne comptent pas ». Donc, peu importe ce que tu dis, si la personne le perçoit d'une certaine manière... C'est comme ça que ça a été perçu, puis la discussion s'arrête là. Ah ouais. C'est écrit tel quel. Tabarnak. Donc, tu sais, puis dans la... Tu sais, disons que t'as un conflit avec des amis, conflit avec ta blonde, ton chum, peu importe. Ben, tout le monde le sait que c'est un peu des deux, tu sais. C'est-à-dire que les intentions sont à prendre en compte, puis aussi, OK, comment ça a été perçu ce que j'ai dit? Est-ce que j'aurais pu le dire d'une meilleure manière? Mais les deux doivent mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais là, c'est ça qu'on a avec le dialogue woke, justement, puis c'est ça que j'explique, le dialogue est impossible avec le wokisme parce que justement, les intentions ne comptent pas. Donc, peu importe le contexte où tu as dit ça, tel exemple, non, ça compte pas. Tu l'as dit, ça a été perçu de telle manière. Donc, la discussion est terminée. Là. J'imaginais une conversation entre quelqu'un qui rentre dans le char de quelqu'un d'autre, tu sais. Puis là, genre, faut que les intentions ne comptent pas. Tu sais, t'as que le gars qui fait l'accident. Excuse, j'ai l'intention, je voulais aller là, puis non!
puis de mettre alcoolique. C'est De ça. rentrer dans mon char, c'est tout qu'est-ce qui compte. Puis ça me bat. Ah non, Tu sais, exact. ça marche pas. Ben non, exactement. Tabarnak, là. Tu sais qu'il y a un peu des deux, ça m'apparaît évident. C'est ça, vivre en société, là. Tu sais, il y avait Ben quelques ouais. années, c'était en 2017, Saint-Jean de 2017. Il y avait eu les chars allégoriques. Puis il y avait eu c'était Ah oui! je pense que c'était Annie Villeneuve qui chantait sur un char allégorique. Puis C'est ça. C'était des jeunes d'une école secondaire, qui étaient en Ouais. l'occurrence noirs, qui poussaient le char allégorique. C'était pas des joueurs de soccer qui étaient Soccer noirs? ou football, quelque chose Ouais, comme ça. ouais, c'est ça. Une équipe sportive, puis il y avait eu un prix pour la persévérance scolaire, quelque chose C'est du genre. ça. Puis là, c'était comme, vous allez pousser le char allégorique. Puis là, on avait dit, ben, c'est une scène raciste qui rappelle l'esclavage. Puis là, t'étais comme... Ben, c'est vrai Non. qu'après ma première vue, c'est comme, wow, Ça- il y a pas quelqu'un ici qui aurait pu désamorcer ça bien d'avance. Ouais, c'est ça. tu sais. Non, mais tu sais, c'est ça, on peut Mais comprendre t'sais- que certaines personnes l'avaient mal perçu, Ouais. mais Mané, ok, tu comprends l'intention, C'est le ça. contexte, puis tu comprends, ok, non, c'était pas une scène d'esclavage, mais pas du tout. C'est ça. Mais il faudrait que la discussion s'arrête à la perception, tu sais. Puis c'est Mhm. comme, entre adultes, là, on réfléchit pas comme ça, tu sais. C'est pas comme ça que ça se déroule, là. Ouais. Donc, un peu des deux. Oui, intention, mais aussi perception, puis on essaie de... Y a-tu d'autres erreurs erreurs de ce mouvement-là? Tu sais que. Je pense qu'il y en je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est Euh, ça. Une des choses, moi, qui m'agace, puis c'est un peu justement en lien toujours avec le dialogue, c'est Mhm. le minoritaire a toujours raison. Mais pas n'importe quel minoritaire. Puis c'est eux autres qui vont commencer à déterminer parce que, tu sais, par exemple, tu sais, les Noirs pensent pas tous la même chose, là. Mhm. Ouais, c'est ça. tu sais. Au même titre que les Chinois, peu importe, tu sais, Ben ouais. c'est pas des groupes homogènes. Mhm. Mais on va essayer de présenter ça comme... C'est ça, c'est pas parce que tu parles à un qui représente Ben toute non, la gang. pas là, du tu sais, tout, tu sais. aussi, là, tu sais. Mais quand on en voit dans les médias, on a l'impression que c'est une idée de noir, certainement. Puis c'est totalement farfelu. Puis il y a des personnes, tu sais, puis là, je vais faire référence à Joe Biden, qui avait dit ça lors des dernières élections, qui avait dit si vous hésitez entre moi et Trump, vous n'êtes pas noir. Ce qui est quand même assez particulier. Puis là, évidemment, j'ai pas de sympathie particulière pour Trump. Mhm. Mais le fait de dire si tu votes pour Trump, là, t'es pas un vrai noir. Quand même. Ah, ok, ouais. Ok, C'est dans ça. ce sens-là. Ouais, excuse, là. j'étais peut-être manqué de Ouais. contexte, mais il était dans un. Il était avec des noirs, Ouais. puis il disait si vous étiez entre moi et Trump, C'est ça. vous êtes pas noir. Mais moi, c'est parce que j'étais un peu bien naïf, fait que c'est pour ça qu'il me faut des exemples. Puis C'est des. Mais tu comprends l'idée, c'est que. Ouais. Tu sais, c'est comme si justement les noirs, eux autres, c'est un groupe homogène. C'est ça. Donc c'est à Est-ce nouveau. que c'est pas comprendre le monde, ça, Vraiment, des affaires vraiment, de même? voyons. vraiment. Puis c'est évidemment blessant pour des personnes que ça toucherait. Là. C'est Ben évident, tu sais. ouais. Donc oui, on va vraiment venir essentialiser, je pense, des minorités. Puis on va venir vraiment essentialiser. Tu me permets-tu de lire un petit passage? Ben là? ouais. Parce qu'on va venir vraiment essentialiser les blancs aussi. Là, même si d'ailleurs, ce terme de blanc-là, je l'entends de plus en plus souvent. Des jeunes Québécois, mes élèves, ouais, moi je suis blanc. Être blanc, c'est pas une identité. Tu sais, c'est-à-dire, je suis pas fou, là. Je sais que je suis plus pâle que Boucard Diouf, là. Tu sais, je suis pas niaiseux. Mais le fait de. Comme si c'était notre identité, non. Moi, j'ai une identité historique, j'ai une identité linguistique, j'ai une identité culturelle, mais une identité raciale, ça fait pas partie de mes identités à être blanc, tu sais. Il y a quelque chose de vraiment premier degré là-dedans, puis de vraiment, Qui est un raccourci. ben oui, exactement. Puis ça m'agace vraiment. Puis dans le livre, justement, là, on va... La gauche woke va vraiment cracher sur les blancs. J'imagine bien qu'il vise des gens comme moi. Là. Mais là, je parle de Denis Ellis Béchard, qui est comme l'acolyte de Natacha Canapé-Fontaine, qui est un woke, qui dit... puis là, c'est tout entre guillemets. Là. Donc, selon lui, la société blanche est caractérisée par sa froideur. Les Blancs se perçoivent comme étant la norme et il n'est qu'une grande subvention perpétuelle qui tire profit de ceux qui ne sont pas blancs. Dans les sociétés blanches, le racisme ne constituerait pas une exception, mais plutôt la règle, car il imprégnerait toutes les strates de la société. Plus encore, le racisme n'est pas seulement toléré, les normes de la société nous encouragent constamment à l'être.
La culture des Blancs a même enraciné dans nos inconscients un manque de sensibilité à l'égard de ceux et celles qui ne sont pas blancs. Élise Béchard ne s'arrête pas ici, il ajoute qu'on nous apprend à rabaisser tous ceux qui sont différents, que les Blancs sont coupés de la réalité et même protégés de cette réalité par les institutions racistes de leur gouvernement, et que les Blancs ne peuvent voir que l'ignorance chez les Autochtones. Donc finalement, les Blancs, ils sont fondamentalement racistes, leur culture les encourage tout le temps à être racistes, constamment à être racistes. Puis là, tu te dis, mais vous espérez convaincre qui en disant ça? Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est évidemment faux. Puis là, tu te fais cracher dessus, ta culture est fondamentalement raciste, tu dois tout déconstruire. C'est vraiment choquant de lire ça. Puis à nouveau, ces auteurs-là ont fait le tour des médias, Radio-Canada, la presse, puis c'est jamais arrivé de dire, attends, là, t'es pas en train d'un peu de réduire une population à des stéréotypes essentiellement négatifs. Mm-hmm. Mais jamais, jamais, jamais. Et pourtant, c'est des propos quand même assez intolérables. Puis il y a souvent beaucoup de contradictions, tu sais. Tu sais, comme ma tante, les stéréotypes, tu sais, c'est pas acceptable. Tu sais, t'as pas le droit d'utiliser un stéréotype, tu sais, ceux qu'on connaît. Tu sais, j'y répéterai pas, là. Mais par exemple, tu sais, quand on parle de masculinité toxique, ben là, tu sais, c'est correct d'utiliser des stéréotypes. Parce que c'est que les hommes qui font ça. À ta minute, c'est quoi? Être toxique. C'est juste les gars, c'est qu'ils sont de même être violents. Chris, tu diras ça à un de mes chums qui se faisait battre par sa blonde de tabarnak parce qu'il était pas au courant. Tu sais? Puis, fait que, tu sais, moi, il y a des affaires, tu sais, parlons de toxicité, mais pourquoi, tu sais, comme, y rajouter, tu sais, la masculinité là-dedans? Je trouve que déjà là, tu perds du monde, tu sais. Moi, c'est ça, de nature, je suis plus curieux, fait que je vais quand même écouter, mais il y en a qui vont faire, non, c'est ça, bah, fuck it, si tu m'allais écouter le hockey, là, tu sais, puis... Ouais, ben, c'est... Justement, on peut se poser la question qui ça va convaincre au final, tu sais. D'agir comme ça, puis... Et généralement, puis ça, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Tu sais, disons qu'on parle de discrimination en milieu de travail. Ça existe, des discriminations en milieu de travail. Mais, dans les formations du gouvernement, on va dire, tu sais, c'est comme si c'était juste les Blancs qui pouvaient avoir des propos discriminatoires ou des stéréotypes, tout ça, tu sais. Alors qu'évidemment, tout le monde peut en avoir. Mais donc, si tu abordes ces questions-là de discrimination en disant « Hey, vous savez quoi? Tout le monde peut être susceptible d'avoir des discriminations, puis il faut faire attention à ci, à ça, à ça. » Les gens vont être beaucoup plus réceptifs parce que là, c'est pas comme « Hey, le gars blanc, là, c'est toi le problème. Fait qu'écoute. » Puis de plus en plus, on remet en question ces formations-là. Je pense que ça va faire des petits, d'ailleurs, ces oppositions-là, parce que justement, ça marche pas. Il y a eu beaucoup d'études comme quoi ça marchait pas, parce que justement, les gens se baraquent. Je veux dire, attends une minute, là. Je suis sur mon lieu de travail, puis tu commences à m'accuser de racisme, puis tout ça. Ben, c'est ça. Plutôt que juste de, OK, on est tous dans le même bateau. Soyez conscients que, tu sais, des fois, les mots que vous utilisez peuvent blesser du monde. Voilà, exactement. Puis ça, il y a moyen, y a moyen d'aborder ça. Mais de la manière c'est fait actuellement, je pense que c'est totalement contre-productif. Ouais. Souvent, justement, on utilise des stéréotypes, mais quand on utilise, justement, puis ils vont se dire, mais quand c'est des stéréotypes, quand on généralise les dominants, c'est correct, tu sais, parce que les autres sont dominants, fait qu'on peut les égratigner un peu. C'est arbitraire. Ben oui, exactement. Toi, justement, est-ce que en sortant ce livre-là, tu as eu... des menaces ou t'as-tu eu du monde? Ben, il est sorti récemment. Fait que pas encore. Pas encore, mais j'ai reçu quand même plusieurs commentaires négatifs. Ouais. Des gens, justement, qui n'avaient pas lu le livre, d'ailleurs. Tu sais, le mot woke, c'est galvaudé, etc. Puis je dis, ben, c'est justement ce que j'explique dans le livre. Fait que, tu sais, j'ai des commentaires ici et là, comme ça, mais là, tu te dis, mais justement, c'est ça le but d'avoir un dialogue. Ouais. Tu sais, de réfléchir à ça. Puis j'ai des... Puis ça, je le dis souvent parce que, tu sais, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans les médias en général, on est quand même polarisé, mais le commun des mortels n'est pas si polarisé. Tu sais, c'est-à-dire, c'est pas deux camps qui s'affrontent et qui se rentrent dedans, tu sais. Moi, j'ai des amis qui sont plus à gauche, qui lisent le livre, puis sont comme, avec ça, je suis en désaccord, puis ça, je suis en accord, puis on est encore amis, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que dans l'espace public, c'est très compliqué de faire ça. Ouais. Puis justement, on veut se rentrer dedans, il y a deux camps, puis let's go, bataille en rangée. Puis c'est souvent ça aussi, c'est que souvent ces extrêmes-là, c'est entre eux autres qui se frappent. Oh, oui. Tu sais, parce que souvent les plus nuancés, tu sais,
Ils vont écouter, ils vont faire comme, bah, je suis pas d'accord. Puis c'est ça, comme tu viens de dire. Puis le dialogue peut se former. C'est que je pense que, tu sais, quand tu travailles dans les médias, puis j'ai fait un peu de radio, j'ai fait un peu de chronique, tu vois aussi quand même ça comme un jeu, tu sais. Tu sais, le but, c'est de te pogner. Le but, c'est d'avoir un argument, de l'opposer à l'autre. Il y a un plaisir à ça. Ah ouais. Je pense pas que le commun des mortels... De piéger l'autre, tu veux dire? Ouais. Ou de... Oui. De gagner. Ou de gagner, de voir la faille dans l'autre argumentaire. Tu sais, Ouais. c'est comme un jeu de société en quelque sorte. Ouais. Là, tu sais, t'as des Aux pièces. échecs, ouais. Exactement. C'est un peu ça, je pense. Mais je pense pas que le commun des mortels est comme ça. Tu sais, puis, actuellement, c'est la CAQ qui est au pouvoir, qui est pas un parti d'extrême, qui est un parti très, très au centre, un peu à gauche parfois, un peu à droite parfois. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui représente aussi, puis même nos partis politiques en général sont pas si extrêmes que ça, mis à part quelques propositions, là, mais... Hey, moi, j'étais assez écœuré d'entendre là, les partis d'extrême droite. Ah, ça, c'est un parti d'extrême gauche. Ça, on dirait que le mot extrême, là, ça aussi a été calvaudé. Ben oui, il sert à discréditer, c'est sûr. Ah oui. ouais? Je fais Chris, est-ce que si extrême? Je me souviens plus de l'exemple qu'il avait utilisé. Là. J'étais comme, Chris, c'est-tu si extrême que ça, faire ça, tabarnak? Oh, oui. Tu sais, peux-tu qu'il est juste de droite ou il est juste de gauche? Ouais, exact. Tu sais? Oh, oui. Ben, extrême, ça serait, en fait, souvent, c'est une droite qui va s'assumer, une gauche qui va s'assumer. Ben, c'est rendu, c'est ça. Tu sais, c'est rendu, tu sais, me semble, le KKK, c'était de quoi qui était très, très extrême. C'est ça, exactement. Tu sais, mais... Fait qu'en tout cas, mais ouais, c'est ça. Je trouve ça un peu lassant. Puis, tu sais, même du monde que je connais, ils ont commencé à se désabonner de le Devoir ou de tel média parce que, tu sais, ils sont écœurés d'essayer de se faire rentrer une opinion dans la gueule. Tu sais, puis c'est... Mais moi, je trouve ça triste, tu sais, que le monde... se désintéresse de l'actualité ou de la politique. Moi, je trouve ça super intéressant, ces enjeux-là. Puis j'aime en discuter avec du monde qui sont justement nuancés, qui sont prêts à m'écouter, comme que moi, je vais être prêt à leur rendre l'appareil après pour justement qu'on évolue les deux ensemble. Mais là, on dirait que c'est tellement genre comme « Hostie, si tu penses pas comme moi... » Toi, mon tabarnak. M'a trincé comme il faut, là. M'a trincé, tu sais, puis ça avec n'importe quel moyen, tu sais, que ça soit le salissage public, man, tu sais, ou sinon de dire des demi-vérités, ou de juste faire de la démagogie, ou tu sais. Fait que moi, en tout cas, tu sais, ça me perd un peu. On a même vu des profs d'université sur Twitter cette semaine, tu sais, dire Martineau, Bock-Côté, Durocher et compagnie, c'est des gens qui sont... une prof d'université qui dit ça. Là. C'est des gens qui sont moches, des gens qui sont vieux, des gens qui sont jaloux. Tu te dis, attends, une prof d'université qui fait des attaques personnelles. Ouais. Puis il y en avait une autre, là, c'était contre... ben, elle n'a pas dit le nom, là, bien sûr, là, mais c'était comme... C'était-tu... Soule ou Soul Tompkinson? Ouais, c'est ça. Puis... c'est ça, puis elle avait dit est-ce moche ou des enfants. Ouais, un homme blanc. Il avait parlé du chroniqueur Frédéric Bastien qui disait c'est un homme blanc, un homme blanc médiocre. C'est ça qu'elle médiocre, disait. Ouais, exact. Ça, fait que là, tu te dis attends, mais là, c'est notre élite intellectuelle, les profs d'université. Quand même, c'est pas des niaiseux. Puis on tombe dans les attaques personnelles, les insultes. Là, tu te dis attends, là. Tu sais, tu fais exactement ce que tu reproches à Trump. Là. Ben oui, exact. Oui, exact. Exact. Mais eux autres, ils se considèrent. Pas de même. Ben, parce qu'ils se considèrent du point de vue de la vertu, du bon côté, donc... C'est comme ça justifie encore le fait de brûle condo, brûle. Oui, exactement. Quand tu es du bon côté, tu as le droit de tout faire, tu sais. Ouais, alors que Trump, il se dit qu'il est du bon côté aussi, en passant. Là, l'intention, elle se vaut, là. Ah, ben là, l'intention, eux oui, autres, exact. Juste, oui, c'est ça. C'est pas comment c'est perçu, là, c'est exact. Ouais. Fait que, ouais, non, exact, c'est... Mais c'est des profs d'université. Ça c'est fâchant. Mais c'est pas tous les profs qui sont comme ça, je pense. Mais il y a quand même... D'ailleurs, ça a été un silence assourdissant en quelque sorte. Il n'y a aucun prof d'université qui a dit « Il me semble que c'est pas le bon comportement à avoir pour un prof d'université. » Il n'y en a aucun qui a... Ben, en tout cas, pas que j'en ai vu, en tout cas. C'est quoi, parce qu'ils ont peur de... C'est la pensée dominante, le wokisme dans les institutions. T'es obligé de passer par... l'Université Laval, justement, qui fait de la discrimination positive, comme on appelle, qui doit d'emblée exclure les hommes blancs.
C'est parce que s'ils font pas ça, ils n'ont pas le financement des chaires de recherche du Canada. Ça, parce que ça part du fédéral. Exactement. Ça, ouais. Donc, si tu respectes pas ces critères-là, tu n'as pas d'argent. Mm-hmm. Ben, tout le monde veut de l'argent, donc tout le monde respecte ça. Puis là, justement, c'est les formations un peu farfelues que je parlais tantôt, là. C'est même donné à des profs d'université, c'est donné à tout le monde dans l'appareil, ou à peu près, l'appareil fédéral. Ouais. Donc, non, c'est ça. Je pense que les profs d'université, pas tous, mais ils ont cette tendance-là, tendance idéologique. Puis d'ailleurs, ça, je pense que c'est important. Je pense que ça va intéresser les auditeurs. Un nouveau prof d'université, pour qu'il soit sélectionné, il est sélectionné par les autres profs d'université, ceux qui sont déjà en poste. Mm-hmm. Donc, c'est un processus qui favorise l'homogénéité du corps professoral parce que lui, il pense comme moi. Bon, c'est un peu plus complexe dans la réalité, là, mais ça reste que lui, il pense comme moi. Je vais le prendre dans l'équipe. Ben oui, puis on est bien plus tendance à faire ça. Évidemment, tout le monde ferait ça. Ben oui, tout le monde fait ça. Mais justement, ça, c'est des biais qu'on a. C'est une forme de discrimination par rapport à l'idéologie. Ça vaut la peine d'en parler, justement. Mais ça, eux autres, ils n'ont pas ces biais-là. Hein. Eux autres sont au-dessus de ça, ils comprennent tout. Là. Mais donc, c'est ça participe à le fait d'homogénéiser le corps professoral sur le plan idéologique. Puis ça fait en sorte que, justement, ça, il y a eu beaucoup d'études à ce propos, de notamment Jonathan Haidt, qui s'appelle H-A-I-D-T, je ne sais pas si je prononce bien, aux États-Unis, comme quoi les universités, depuis une trentaine d'années à peu près, là, ont pris vraiment un virage à gauche, là, extrême gauche même. Gauche radicale, pour pas dire extrême. Ouais. Mais donc, ouais. En fait, ils disent very liberal aux États-Unis. Puis, tu sais, pour qu'une société soit en santé, tu sais, que ça fasse le plaisir ou non à ces membres de groupe-là, il faut qu'il y ait tu sais, pas les deux pensées, mais il faut qu'il y ait plein de pensées, tu sais, pour que justement, qu'il y ait un balancier, là, tu sais, puis que ça soit équivaut, puis que... Parce que sinon, tu sais, tu peux pas te ramasser juste avec genre de droite, parce qu'il va manquer de quoi là-dedans, ou tu peux pas être juste de gauche, parce que pour les mêmes raisons. Il faut que les deux soient là. Fait que l'un a besoin de l'autre. Ah oui, on a vécu... Pour pouvoir évoluer, puis... On a vécu au Québec des sociétés où la droite était asphyxiante quand même, là, où est-ce que justement la liberté artistique était difficile, le clergé pesait lourd sur les artistes. On a vécu ça. C'était pas mieux, là. Ça, c'est certain. Donc oui, ça prend une espèce de juste milieu. Puis, oui, des fois, ça va tirer un peu plus à gauche. Des fois, ça va tirer un peu plus à droite. Puis, il y a quand même un principe fondamental en démocratie que, un jour ou l'autre, ça va être à mon tour. C'est-à-dire que, oui, en ce moment, c'était le parti au pouvoir, mais si je travaille fort, si je vais chercher mes votes, ça va finir par être à mon tour de gouverner. Puis là, je vais pouvoir faire avancer mes projets. Mais là, on n'a pas cette impression-là en ce moment, parce que justement, on va tout démoniser, on va vraiment condamner ce que l'autre camp va faire. Là, donc un peu plus de centrisme en quelque sorte. Mais là, j'ai l'impression que, à nouveau, dans nos institutions, parce qu'au gouvernement, je pense pas que c'est ça, mais dans nos institutions fédérales, le ministère de l'Éducation, je pense que ça tire vraiment à gauche, puis là, il faudrait un peu plus tirer ça à droite. Là. J'ai écouté une entrevue de Mathieu Bock-Côté où ce qui te lançait, toi puis tes amis, là, tu sais, il y en a nommé une couple, désolé, j'ai oublié leur nom, mais salut, là. Mais il vous lançait beaucoup d'éloges, tu sais, puis il disait que c'est très... c'est tout à votre honneur de vous affirmer publiquement parce que souvent, tu sais, quand tu as cette pensée-là, idéologie-là qui est plus à droite, le prix à payer est souvent... en tout cas, je me souviens plus des mots qu'il utilisait, mais il disait que c'est sûr que justement les médias et l'université sont pas souvent en faveur, fait que le prix à payer peut être grand, tu sais, ou... c'est sûr que... C'est quoi qu'il voulait dire par là? Y a-tu de quoi? Je pense que si tu adhères à cette idéologie woke dans les universités, t'en sors gagnant. Si je suis capable, peut-être un peu caricaturiste, mais je suis capable dans un travail d'université, justement, dans une recherche de montrer que demander aux élèves de lever la main, c'est raciste, ça va être valorisé dans les départements. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on dit « il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes », ça va être valorisé. Tout ce qui sort du sens commun, tout ce que, grosso modo, la plupart des gens vont dire, vont penser, tout ce qui va sortir de ça, ça va être valorisé, je pense, dans les institutions.
Donc, c'est justement ça le fait d'être éveillé, le fait d'être woke, c'est que le sens commun, Mhm. il est endormi en quelque sorte. Moi, je suis éveillé, puis moi, je vois tous les problèmes là-dedans. Donc, ouais, il y a ça. Donc, c'est sûr que les institutions ne sont pas ouvertes à nous. Mais je pense que ça. Il y a plusieurs personnes qui s'empêchent de continuer leurs études là-dedans. T'sais, moi, à un certain temps, je me suis dit, est-ce que je continue au doctorat, par exemple? Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment me trouver un job de prof à l'université? Ouais, c'est ça. T'sais, je me suis dit, ça vaut pas nécessairement la peine de. Est-ce que toutes les universités sont pas mal de même, tu sais? Ou, tu sais, l'Université de Montréal, ils ont de l'air... Ouais. C'est moins à gauche quand même que l'UQAM, par exemple. Mais quand même, il y a de plus en plus ces tendances-là. Parce que moi, je pensais que c'était pas mal juste l'UQAM qui était... Non, quand même. Maintenant, avec justement les bourses d'études de DI et tout ça, c'est rendu partout. Là. OK. C'est rendu partout. Il y a certains profs qui résistent ici et là. Mhm. Mais à nouveau, c'est des individus qui résistent à des institutions. Ça dure jamais bien longtemps, tout ça. Là. OK. Mais il y a encore plein de profs qui sont vraiment bons, vraiment intéressants. Là. Puis qui tombent pas tout le temps là-dedans. Là. Moi, j'ai quand même fait... j'ai travaillé dans plusieurs départements, j'ai étudié dans plusieurs départements, puis il y a encore d'excellents professeurs là, qui sont là pour transmettre la matière, transmettre vraiment pour que ça soit intéressant. Mais c'est ça, il y a des tendances. Il y a des tendances, puis on est au début de cette tendance-là. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Ah ouais, tu penses pas qu'on a pogné le pic un peu? Ben, institutionnellement, je pense que dans l'espace public, les gens sont tannés. Là. Ben moi, c'est ça, je commence à sentir. Oui. Moi, je suis humoriste, je fais des blagues, puis je sens que le monde, sont tannés. Là. Ben, c'est sûr, Montréal, c'est un peu plus différent que les aussitôt que tu sors de Montréal, là, mais... Moi, je sens que le monde commence à être tanné. Ça s'est rendu. Si mon père utilise le mot woke, non, c'est ça s'est pas mal rendu un peu mais je dans la population. Je pense que la population est tannée, mais les institutions ne le sont pas. Puis les institutions, comme l'université, justement, se nourrissent de l'opposition au sens commun, en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression que... Parce que j'ai quasiment l'impression que à seconde... aux prochaines élections fédérales, moi, je suis pas mal sûr que c'est Poilievre qui va rentrer, là, tu sais. Fait que... Puis là, j'ai l'impression que ça va faire l'effet inverse. Ça se peut, oui. Une chasse aux sorcières woke, en quelque sorte. Ben, là. c'est ça. Puis là, on serait... Tu sais, OK, à un moment donné, ça va rétablir l'équilibre, mais là, ça va être pire, mais de l'autre bord. Fait que... Tu sais... Ah, c'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Puis je pense... Parce qu'il sait que l'immense majorité des gens n'adhère pas à cette idéologie-là. Donc, je pense qu'il va vouloir taper un peu sur ce clou-là en se disant ça va être payant. Puis oui, évidemment, je pense pas que ça va nécessairement être 100% positif tout ce qui va sortir de là. Est-ce que ça va ramener un peu plus au centre ces institutions? Probablement. Est-ce que, comme tu dis, ça va prendre l'autre virage puis une chasse aux sorcières woke? Ça se pourrait aussi. Là on va juger sur pièce en temps et lieu, là. Mais donc oui, il faut rester à l'affût. Là. Vraiment, vraiment, ça c'est clair. Toi, est-ce que t'as vu l'article qu'il y avait eu dans le métro comme quoi que il y avait des élèves de gauche qui subissaient de l'intimidation par des élèves woke à l'UQAM, tu sais. Puis il y avait eu, dans le fond, du vandalisme, puis il y en avait une élève qui disait « Moi, je me considère progressiste de gauche, puis on organisait des soirées, puis des soirées même pas, je pense que c'était des après-midi, genre pour justement que le monde socialise un peu, puis il disait que c'était pas assez, pas assez progressiste, puis... Je suis comme Chris, je suis moi-même de gauche, tabarnak. Ben ça, il y a une forme de pureté, tu sais. Une forme de pureté. Puis ces soirées-là peuvent être quand même, justement, il y a une forme de... Puis il y a plusieurs auteurs qui en parlent dans ces soirées-là. Des auteurs woke, même, ils le disent là, ouvertement. Il y a une forme de compétition de l'indignation. C'est-à-dire que plus tu t'indignes de la moindre petite chose, plus tu gagnes des points, en quelque sorte. Plus tu montres que... Le plus éveillé. Ouais, exactement, là. Donc oui, ça va devenir un peu malsain comme climat, là, tu sais. Donc oui, non, moi, j'ai plusieurs amis qui m'ont déjà parlé de ça, puis... Mais tu sais, même si c'était des... Là, l'anecdote est intéressante parce que tu vois des gens de gauche qui attaquent des gens de gauche, mais tu sais, ça serait pas plus tolérable s'ils attaquaient des gens de droite, là. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, même ça, tu sais, parce que tantôt, t'as dit que j'étais un peu plus à droite... des fois, on me classe à droite par la force des choses, mais tu sais, je veux dire,
la défense du français au Québec, la loi 101, parce que je suis pour la loi 101 au cégep, oui. Je suis pour la loi 21 sur la laïcité, qui est un espèce de compromis, tu sais, les enseignants doivent pas porter de symboles religieux. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Tu sais, c'est pas... Tu sais, moi, ça m'apparaît assez le sens commun, OK. Tu sais, je trouve pas que c'est particulièrement à droite, honnêtement. Toi, tu te définis comment? Genre centre-droit? Ben, tu sais, oui, j'ai une tendance... C'est un mot qu'on utilise vraiment au Québec, mais tu sais, plus conservatrice, au sens où... tu sais, la transmission d'une mémoire, d'une culture, établir des institutions fortes, vraiment au ce sens-là, pas au sens social par rapport au tradition. mariage gay, avortement, tu sais, avortement, je suis pour ça, mariage gay, je suis pour ça, tu sais, c'est pas... Quand je dis conservateur, je fais pas référence à ça, je parle vraiment point de vue culturel. J'espère pas, man. On va avoir un tabarnak. C'est ça, exact. Exactement. Non, mais parce que des fois, le mot... le podcast, il est fini. Non, mais des fois, au Québec, le mot conservateur, tu sais, c'est rare. Ouais, historiquement, on n'a ça. pas une grande tradition. On va dire plus nationaliste. Puis probablement que c'est nationaliste que je me définirais, tu sais. Puis nationaliste à la Parti québécois, tu sais, qui avait une partie conservateur, langue française, histoire, mémoire, culture, mais aussi une partie un peu plus à gauche, tu sais, des institutions, tu sais, une solidarité sociale, aider les gens dans le besoin. Comme cette année, là, tu sais. Ouais, le exact. parti en ce moment, moi, ça me parle. Ouais, exactement, au bout, honnêtement, tu sais, on est encore là-dedans. Est-ce que c'est parfait? Non, mais... Ben, trouve-moi le parti qui est parfait. Ben, voilà. Mais tu sais, généralement, tu sais, il y a quand même des bonnes choses qui se font. Faut pas être alarmiste. Mais je pense qu'au Québec, on a des gros défis au plan de la transmission d'une mémoire commune, transmission culturelle, transmission de la langue. Je pense que ça, c'est des gros défis. Puis je suis pas sûr que l'école actuellement relève ce défi-là. Donc moi, c'est pour ça que en tant qu'enseignant, j'ai aussi plus cette sensibilité-là, plus que les sensibilités économiques, même si c'est évidemment important, là, mais mes sensibilités sont vraiment sur cette transmission-là, puis j'ai l'impression qu'on ne réussit pas à faire cette transmission-là, qui est assez importante à mon sens. Je vais te poser la question, mais j'ai l'impression que tu y as déjà pas mal répondu, mais dans les universités, est-ce que c'est encore une place où est-ce qu'on peut faire des débats, puis des débats de libre pensée, puis où est-ce qu'on peut débattre? T'sais? Parce que c'est ça que ça devrait être. Oui. Honnêtement, est-ce que ça peut exister ici et là? Oui. Je pense quand même assez difficile, honnêtement. Moi, il y a mon texte qui a fait le plus réagir, c'était dans la presse, c'est où ce que je critiquais les nouvelles technologies en éducation. Ça, c'est ton dernier... Non, c'était mon premier que j'avais fait. On pourra en parler d'ailleurs après, si tu veux, là, de la presse, ce qui s'est passé. Tu vois ça comment j'enchaîne ça. T'es bon, t'es un animateur expert. C'est ça, pas de secondaire 5, mais... Radio-Can va t'engager bientôt. J'espère pas. Vous, là, tabarnak, là, comment ça va, Calis? Donc, c'est ça, quand je critiquais les technologies en éducation, c'était des professeurs d'université qui avaient capoté, puis qui avaient fait des réponses en défaisant tout ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils rapportaient tellement mal mes propos que c'était zéro ça que je disais. En fait, mon propos, c'était essentiellement, écoutez, en éducation, les technologies coûtent cher. C'est à ceux qui veulent mettre de l'avant les technologies, les ordinateurs, les iPads, les logiciels, c'est à vous de montrer comment ça va aider l'élève. C'est pas les résultats que ça va apporter. Exactement. C'est pas à moi de dire ça aidera pas les élèves. Donc, le fardeau de la preuve qu'on appelle vient de la personne qui dit hey, on va mettre des milliards là-dedans. Je veux dire, c'est à elle de justifier. J'avais juste dit ça. Puis là, on avait dit David Santa Rosa, c'est un technophobe. Il est contre la technologie. Puis là, t'es comme j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit qu'il fallait que tu justifies les milliards dépensés. C'est tout ce que j'ai dit. Puis là, à nouveau, c'était des profs d'université. Ouais. Donc oui, il y a comme des sujets vraiment tabous. Puis souvent, c'est des sujets de l'heure. Tu sais, la technologie en éducation, avec la COVID, on en a vraiment beaucoup parlé dans l'espace public. Mais dans les universités, on en a à peu près pas parlé, malheureusement. Puis ça, dans mes cours en enseignement, ça n'a pas passé. On en a très peu parlé. C'est comme des tabous. On n'a pas le droit de parler dessus.
Puis là, l'article, justement, parce que ça, toi, t'es chroniqueur aussi, tu sais, tu fais des chroniques, des fois, tu interviens dans des balados, des podcasts, Cab Radio. Puis là, c'est ça, t'étais, tout dernièrement, t'étais jusque-là encore chroniqueur à la presse, mais ils ont décidé de ne pas renouveler ton contrat. En fait, j'ai été quelques mois à la presse. Ouais, c'est ça. Vraiment pas longtemps. Et mon dernier texte que j'avais fait, c'était sur le déclin de l'UQAM dans les inscriptions. Puis si on peut aller voir sur Internet, là, il y a beaucoup de statistiques, notamment Frédéric Lacroix, qui sort beaucoup de statistiques à propos de ça. L'UQAM, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, là, les inscriptions baissent. Puis à Concordia, depuis 25 ans, ça monte. C'est deux universités qui n'ont pas du tout la même courbe de progression, disons. Puis dans mon dernier texte, j'abordais ça. Et il y avait une phrase que je disais. À nouveau, c'est une chronique, c'est important, je pense, de comprendre, c'est une chronique d'opinion. Ouais, pas ton temps, là, ouais. C'est-à-dire que dans une chronique d'opinion, évidemment, il faut se baser sur des faits, ça va de soi, mais on n'est pas là pour expliquer tous les faits, en quelque sorte. On n'a pas le choix de résumer, en quelque sorte, certains faits, parce que... c'est une chronique. Parce que c'est une chronique, puis mon but, c'est faire l'analyse d'idées, c'est pas de présenter tous les faits. Si tu veux tous les faits, il y a un autre article, il y a un reportage pour ça, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est deux buts différents. Puis dans mon texte, ce que je disais, c'était que il y avait une phrase, il faudrait que je la sorte telle quelle, là, mais j'avais dit la courbe de Concordia puis la courbe de l'UQAM, c'est deux courbes qui sont inverses. Puis là, ce que je viens de dire, là, donc depuis 10 ans, l'UQAM, ça baisse, puis depuis 25 ans, Concordia, ça augmente. Mais depuis la COVID, c'est essentiellement à cause de la COVID, Concordia a un peu stagné et légèrement baissé. Donc, est-ce que ma phrase aurait nécessité un peu plus de précision par rapport à oui, mais depuis 2 ans, on voit une légère baisse? Peut-être, mais il en demeure pour moi que sur la tendance sur 10, sur 25 ans, la courbe est là pareil. Ouais, c'est ça. C'est pas faux, qu'est-ce que tu dis. Exactement, c'est pas faux ce que j'ai dit. Est-ce que ça manquait de précision? Peut-être. Ouais. Est-ce que c'était ça le but de mon texte? Non. Donc, en tout cas, bref. À la limite, on aurait pu juste ajouter ça, puis c'est pas plus grave que ça. Exactement, tu sais, puis ça se fait souvent quand même, tu sais, des ajustements après, tu sais, le texte est publié, puis là, on se rend compte qu'il y a tel problème, puis on fait une espèce de une petite correction, puis absolument, c'est pas un gros problème. Mais là, la presse, suite à ça, a décidé de me licencier, que je revienne pas avec eux finalement, sous prétexte que justement, ça manquait de rigueur, ce qui était faux. Donc, ce que j'avais dit n'était pas faux. Ça manquait de contexte, mais le contexte me donnait raison, en fait. Moi, là, depuis 25 ans, c'est ça la tendance qu'on observe à Concordia. Depuis 10 ans, c'est ça la tendance qu'on observe à l'UQAM. Donc, c'est ça. Donc, ça, j'ai été très, très fâché quand c'est arrivé il y a quelques semaines de ça, là. Quelques mois, je pense, maintenant. Là, je m'en suis remis un peu, là, mais à l'époque, ça m'avait vraiment fâché parce que, justement, il y a le sentiment d'injustice, puis, on le sait quand même, la presse... pas, disons, c'est pas un repère de nationaliste, là, on va le dire comme ça. Ouais. Donc, tu sais, est-ce que c'était mes idées le problème ou c'était comment je les abordais? Parce que, tu sais, quand tu regardes ça, il y a plein... tu peux prendre chaque texte dans un journal, chaque chronique, là, puis dire, ah ben, cette phrase-là manque de précision sur telle et telle chose, puis tu sais, mais t'en refais pas nécessairement un cas, tu sais. Parce qu'on comprend que ben, t'as pas le choix de résumer un peu en quelque sorte. Puis là, tu restes un peu dans t'as pas compris, là, tu sais. L'incompréhension. Ouais, parce que tu te dis... T'as pas de réponse, vraiment. Tu licencies pas quelqu'un juste pour ça, mané, juste parce qu'il manquait de contexte à une phrase. Fait que là, la question est quand même légitime de se poser. Bon, c'est-tu à cause des idées que je véhicule? Exactement. J'ai pas la réponse, évidemment, mais ça va être ça. Ouais. Mais donc oui, donc là, je vais espérer me trouver une place ailleurs. Mais tu sais, il pleut pas non plus les occasions d'écrire, tu sais. Puis tu veux pas non plus écrire juste sur un blog un peu obscur que 2-3 personnes lisent, puis justement avoir une chambre d'écho. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec la presse. Ouais. Puis tu sais, la presse, j'ai écrit des textes sur des sujets quand même, tu sais, pas tabou, mais tu sais, des sujets sensibles, tu sais, racisme, discrimination positive, immigration, laïcité.
Puis c'était quand même rare que je recevais de la boîte, là, tu sais. C'est Mhm. rare que je me faisais insulter parce que je pense, je vais pas, je vais quand même garder l'humilité, là, mais je pense que j'aborde les choses avec nuance, tu sais, avec rigueur, Avec sérieux. avec sérieux. Tu sais, je suis Ouais. pas, tu sais, je suis jamais tombé dans les insultes, tu sais, c'est zéro moi. Je pense que je suis un gars, surtout quand j'écris, assez posé, puis, tu sais, mon livre, c'est ça, c'est de dire, OK, les auteurs woke, je vais vous prendre au sérieux, je vais pas juste vous insulter, vous mettre des étiquettes. Puis je pense que c'est ça que je faisais dans mes textes avec la presse. Et j'abordais des sujets vraiment, tu sais, c'est quand même des sujets sensibles, l'immigration, puis ça, souvent, ça se met à s'insulter, puis c'est rare que ça m'arrivait. Mhm. Puis ça, j'étais quand même assez fier de ça, justement, parce que je pense que je venais, tu sais, je participais pas à la polarisation, en quelque sorte. Je présentais un peu les deux côtés, puis oui, je suis de ce côté-là, il n'y a pas de doute, mais faut pas non plus tout décrédibiliser ce qui vient du camp adverse. Mhm. Donc, Tu le faisais quand même avec un respect exactement. de l'humain là, derrière. Oui, là, exact. Ouais. Fait que ça, j'étais content de le faire. Mhm. Puis là, la suite des choses, on le sait pas encore. Peut-être le livre va m'aider là-dedans, là, mais Ouais. ça reste à voir, là, parce que c'est une carte de visite, un livre, tu sais, on se met pas riche avec un livre au Québec, là, on va se Non, le dire c'est tout de ça. suite. Là. Ouais. Mais, À part c'était Patrick Sénécal. ouais, là, tu sais, exactement. mais, tu sais, si on peut Quelques-uns. C'est ça, exact. Quelques-uns qui réussissent à faire la pièce avec ça. Mais tu sais, si j'ai quelques centaines de dollars avec ça, moi, être bien content. C'est des dizaines d'heures, des centaines d'heures. T'as-tu eu de la misère de faire publier? Non, pas tant. Pas tant, Non. parce que mon éditeur, c'est quelqu'un que je connais. Ok. Fait que j'ai quand même pas eu de difficultés de ce point de vue-là. Mais c'est pas facile de se faire publier quand même. Mhm. C'est pas facile. Mais tu sais, tu sais, on écrit parce que on se dit, ça vaut la peine d'une certaine manière. Parce que tu sais, les essayistes, tu sais, on n'a pas de subvention, tu sais. Tandis que les artistes, les romanciers, peuvent en recevoir. Les subventions, les humoristes, pas nécessairement de subvention, mais il y a quand même un marché, je pense, au Québec. Mhm. Ben, pas je pense, là, on le sait. Là. Ouais. Il y a un marché pour faire de l'argent quand C'est même. nous autres qui vendent le plus. Exactement. Vous vendez, vous Bring vendez. the money, baby! Exactement, mais Mais c'est vraiment. les essayistes, on n'a pas de ouais. marché, on dirait. On n'a pas Mais de... tu sais, moi, man, j'ai jamais eu de subvention de ça, mais je sais Non. que juste pour rire, en avait. Mhm. Tu sais, je sais que je pense les Certaines grosses boîtes, ouais, c'est ça. c'est ça, sont capables d'aller en chercher. Moi, il n'a même pas pris de PCU, tabarnak. Fait que s'il y en a un là, qui me traite de subventionné, là, qui mange de la calice de marde, ok? Parce que moi, là, j'ai rien, merde, j'ai rien, calice. Puis c'est une fierté pour moi. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça, les humoristes en reçoivent pas, mais peut-être les grosses boîtes. Je pense que c'est un peu certaines plus. choses. Là, je sais pas trop comment ça fonctionne Ouais, parce que ouais. moi, les grosses boîtes m'appellent pas. Je sais pas pourquoi. Hein? Ah, c'est bien correct. Ben oui. même, mais c'est- Ben oui. Non, mais c'est ça qui est bien en même temps, c'est que tu Ouais. peux aller chercher des couches de la société, parler à d'autres gens. Mhm. Ben, je pense que c'est ça aussi, tu sais. Mais en Puis- même temps, il y a quelque chose, je trouve bon que l'opinion se fasse pas subventionner, justement. Tu Oui, sais. ben. Peut-être que je me pense plus brillant que je le suis, je sais pas, là, mais Mhm. j'aime pas ça le mot opinion. Ok. Parce que opinion, il y a un peu de je suis pour, je suis contre. Mais tu sais, je pense que moi ce que je dis, c'est que je fais des textes d'idées, tu sais. Mhm. Tu sais, comme, tu sais, il y a quand même beaucoup de recherches, tu sais, je lis énormément. Donc, tu sais, j'aime mieux dire quand même des textes d'idées ou des livres d'idées, des Ok. essais. Parce que c'est pas de l'opinion. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, opinion, ça fait un peu trop, tu sais. Ouais. Ouais, lui est pour, lui est Ouais, contre, c'est puis ça. ça finit là, mais, Mais tu sais, il c'est y a quand sûr même qu'il y une a une ligne analyse. éditoriale. par Exactement, exemple. 100%. Mais je dis pas que je mériterais d'être subventionné, c'est pas ça, mais ce qui est frustrant, c'est que on dirait qu'il y a, il y a tellement... Tu sais, la vie des idées au Québec, c'est pas la chose la plus riche, là. Donc, tu sais, il y a peu de marché pour ça, tu sais. Tu sais, je veux dire, moi, me lancer dans un livre, c'est des dizaines d'heures où est-ce que je suis à peu près pas payé. Tu sais, j'ai pas été... Tu sais, pour un texte où j'ai été payé dans ma vie, j'en ai écrit 15 où j'ai pas été payé, tu sais. Mhm. Donc, puis il y a pas de... Il y a peu de personnes qui vivent de leur plume Fait que tu dans fais la ça chronique. pourquoi? tout ça. Je fais ça pour essayer de mettre certaines idées de l'avant, honnêtement. Tu sais, le sentiment, justement, que...
qu'il y a certaines idées qui sont pas assez mises de l'avant dans certains médias. Justement, c'est pour ça que j'étais content avec la presse aussi, parce que justement, je pense qu'il y avait une diversité d'opinions. Puis. Quand ils t'ouvrent la porte, là, quand ils t'ont accueilli Ouais. au début, Ouais. là, ils te l'ont fermé d'en face, là, par exemple. Exact. Désolé d'en- Exact. Ouais, c'est pas mal ça. Ben oui, puis ultimement, c'est ça. C'est, je pense que, tu sais, au Québec, petite culture, petite nation, ça prend des individus qui prennent ça sur leurs épaules et disent, moi, je vais transmettre des idées. Ah ben ouais, surtout en ce moment, là, tu sais, Exactement. te lever dans la place publique puis dire telle affaire, Exact. Exact. tu sais, t'as tout le temps reçu des tomates, mais là, on dirait qu'en ce moment, c'est encore pire, là, Ouais. tu sais, là. Mais tu sais, ultimement, tu sais, ce qui m'intéresse le plus, c'est. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est mon travail de prof aussi, tu sais, c'est de. Tu sais, je reviens là-dessus, c'est la transmission culturelle, tu sais. Vraiment, tu sais, il y a des œuvres importantes, on les transmet. Des personnages importants, on transmet cette mémoire-là. Moi, je pense que c'est important, tu sais, on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, c'est comme le mot sur toutes les lèvres, là. Mais tu sais, le Québec participe à la diversité du monde, là. Puis je pense qu'il faut entretenir justement cette diversité-là. Puis aujourd'hui, il y a ceci de particulier où, au nom de la diversité, on va mettre la hache dans la contribution québécoise à la diversité du monde. C'est-à-dire qu'on, justement, l'histoire du Québec, l'histoire de Blancs, colonisateurs, etc. Donc, on met ça aux poubelles pour faire place justement à la diversité, aux Autochtones, aux Noirs, etc. Que, évidemment, il y a des choses importantes qui se disent là-dedans aussi, là. Mais j'ai l'impression que vraiment on oppose la diversité au Québec puis la contribution de la culture québécoise historique à la contribution du monde. Donc moi, c'est... Donc tu sais, j'ai vraiment le sentiment que non, il y a cette aventure-là québécoise qui doit continuer, une mémoire qui doit continuer, puis tu sais, au Québec, on est quand même pas si mal à vivre au Québec quand tu penses à ça. Là, tu sais. Ben oui. Toi, qu'est-ce que tu penses de la statue de John A. McDonald? Tu sais, qui, à chaque fois, il a calisse tout le temps à terre. Hein? Ouais, puis tête, puis tout. Moi, man, je l'haïs, ce gars-là. Là, Ben oui, c'est je une l'haïs. vidange, ouais. Mais C'est une ordure. j'aimais bien, par exemple, parce que, tu sais, lui, il était fondamentalement raciste, Ouais. mais envers les Français, Ouais. puis surtout les Autochtones. Ouais, là, exactement. là. Puis c'est lui qui a autorisé de pendre Louis Riel, Ouais. tu sais, puis il disait, genre, même si tous les chiens québécois aboient, Ouais. je vais aboie sans faveur, il va quand même être pendu. Tu sais, c'est des Fondateur du Canada, là, tu sais, c'est Ouais. le premier ministre du Canada. Fait que, tu sais, moi, je veux pas qu'on l'efface Mhm. parce que Chris, il fait partie de la... Puis ça fait partie aussi, justement, pourquoi que les Québécois ont jamais voulu se faire assimiler aussi, tu sais. Fait Ouais. que c'est important qu'il soit là, mais je le sais pas sur la place publique, par exemple, tu sais. Moi, c'est là que j'ai un peu de la misère, que je fais comme... je suis pas en train de dire qu'il faut l'effacer Mhm. de l'histoire. Non, au contraire, mais sa statue calisse là dans un musée, mais peut-être Ouais. pas dans une place, comme dans un parc, qu'on se souvient de lui. Merci pour tout ce que t'as fait. Mais je sais pas, moi, j'aime bien ça voir les moineaux chier sur lui. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Ouais, de ça? ben tu sais, c'est parce que si on laisse moi, je reviens souvent à ça, c'est quoi notre critère? C'est quoi le critère pour dire cette statue-là, on la met au musée, ou on l'enlève, ou on la déboulonne, peu importe. Mhm. Parce que tu sais, ça prend un critère, somme toute assez objectif, qui va nous permettre de dire, de justifier. Parce que tu sais, évidemment que c'est une ordure, mais tu sais, il n'y a aucun personnage historique non plus qui est exempt d'erreur, tu sais. Ouais. Tu sais, est-ce que tu pourrais dire que il y en a qui sont probablement plus des ordures que d'autres, là, Ouais. mais probablement que chaque personnage historique A fait de quoi? a fait de quoi? Donc, c'est quoi le critère objectif? Ah, t'as raison. Puis est-ce qu'on doit laisser à des groupes militants, c'est eux autres qui vont décider, ben c'est nous autres, on l'arrache ou non. Mhm. Donc, c'est sûr que ça, c'est fâchant. Évidemment, on n'a pas de sympathie pour Johnny McDonald, comme tu dis. Mais, tu sais, ajoutons des statuts. Tu sais, ça, on peut le faire. Ouais. Avec Louis Riel, justement. À côté, à qui côté. fait fuck you. C'est ça, exactement. Qui se penche les culottes, qui monte son cul. C'est une idée, tu la soumettras à la ville de Montréal. Ils sont en consultation actuellement, là. Ah ouais. Ça serait drôle, ça, merde. Parce que
le mois dernier, au mois d'octobre, il y a un... Avec un autochtone qui est comme en petite boule, tu sais, pour que l'autre il le pousse puis qu'il tombe. Tu sais, ils jouent ensemble pour contre l'autre. Ok, ouais, excuse, je vais te laisser. Parce qu'il y a eu à l'université, le Collège Champlain à l'université Trent en Ontario, qui ont, je sais pas si tu as vu ça passer, qui ont enlevé le buste d'une statue de Samuel de Champlain. Ah ouais. Ouais. Puis Samuel de Champlain, c'est vraiment... moi, je me suis quand même pas mal intéressé à ce personnage-là. Tu sais, c'est quand même une figure exemplaire pour l'époque, tu sais, qui a cohabité avec les Autochtones, qui a partagé son savoir, que les Autochtones ont partagé leur savoir, il a fait des alliances avec eux, il était à la guerre avec eux. Ben ouais, parce que les autres étaient déjà en guerre. Ben oui, exactement, oui. Samuel de Champlain, il arrive ici, puis il y a des guerres. Ouais, c'est quoi, c'est il y a les Iroquois contre les Algonquins? Notamment, exact. Puis il y a... tu sais, il y a de la torture, il y a de l'esclavage, tout ça existe. Puis c'est normal, là. Moi, je porte pas de jugement de valeur pour ça, c'était à l'époque. C'est ça, c'est normal, là, exact. Donc, Samuel de Champlain, c'est pas un saint non plus, c'est pas un personnage sans défaut, mais je pense que pour l'époque, c'est vraiment un personnage exemplaire. Puis là, on a décidé d'enlever son buste, d'enlever sa statue à cette université-là. Et quand on lit le rapport, moi je l'ai lu au complet, les militants qui étaient pour l'enlever disaient peu importe ce que Champlain a fait, mais en fait, ils disent plusieurs choses. Même s'il n'a pas été violent, on s'en fout parce qu'il a participé à la colonisation du Canada. Fait que là, peu importe ce que l'individu a fait, on s'en fout. Ouais. Il a participé à la colonisation du Canada. Puis la colonisation du Canada, c'est pas Champlain qui l'a faite, là. Puis c'est le fédéral, c'est les Britanniques, c'est eux autres qui ont assimilé les Autochtones. C'est pas Champlain, mais pas du tout. Donc on vient amalgamer l'histoire française, francophone, puis l'histoire anglaise au Canada. En faisant des raccourcis. Puis ils disent, ouais, peu importe ce qu'il a fait, on s'en fout. Parce que justement, ils savent aussi que c'est un personnage quand même assez exemplaire. Donc c'est ça qui se passe, je pense, notamment dans les universités. Puis on donne de la valeur à de tels arguments. Donc, tu sais, on met aux poubelles la statue de John MacDonald parce que c'est une ordure, mais même quand c'est pas une ordure, comme Samuel de Champlain, puis que c'est un personnage exemplaire qui a fait des alliances avec les Autochtones, même lui, on dit... Ciao, bye, merci. Ciao, bye. Oh, donc, tu sais, je vois pas comment une mémoire quelconque peut sortir de ça, tu sais, parce que justement, tout va être condamné. T'sais, si Samuel de Champlain, son buste est intolérable, il n'y a plus grand monde qui va rester. Là. C'est ça. Ton podcast restera pas, Jerry. Ben, je pense pas. Je vais terminer avec une dernière question. Comment t'as pris ça que Mathieu Bock-Côté te définisse comme une des figures de la nouvelle génération d'intellectuels très importante? Ouais, c'est sûr, c'est flatteur. J'espère qu'il aura raison. Tu sais, il y a comme de l'ambition derrière ça. Ouais. Je pense que c'est motivant aussi. Tu sais, je suis quand même assez jeune. Tu sais, j'ai 29. Je pense que c'est motivant pour continuer. L'aboutissement de tout ça, ça va être quoi? Est-ce que ça va être chroniqueur? Est-ce que je vais rester enseignant? Est-ce que je vais aller en politique? Bonne question. Je me la pose moi-même. T'aimerais-tu ça aller en politique? J'haïrais pas ça. Mais... Moi, j'aimerais ça en tabarnak aller en politique. Ouais, c'est bon, je pense. Moi, là, je changerais rien. Tu sais, qu'est-ce qu'il aimait là, de Pierre Falardeau, là, qui fumait ses clopes puis qui sacrait, mais qui était tout le temps sensé, là, tu sais, il disait pas n'importe quoi. Là. Moi, ça serait dans ce style-là. Jerry Alain PQ 2026? Je sais pas. Peu importe. Paul Saint-Pierre Plamondon, si vous écoutez... L'offre est lancée. Mais voyons, vous allez voter pour lui. Il a dit l'autre fois qu'il se poussait des clopes parce qu'il était trop sous. Ouais, mais moi, au moins, je mens pas, tabarnak. Moi, vous avez que la vérité qu'on dit. Exact. Votez pour moi, tabarnak. Mais ouais, c'est ça, toi. Je pense, peut-être un jour, mais honnêtement, peut-être que c'est cliché de le dire, mais je pense que je me présenterais juste si... genre l'indépendance était sur la table. C'est-à-dire un vrai enjeu de société, quelque chose du commun
On est beaucoup dans ok. l'administration aujourd'hui. Ok. Tu sais, de... Ouais, ben c'est parce qu'il y a tellement plein de problèmes Exact, en ce moment. exact. Tu sais, sacrément, les CPE, la Et voilà. santé, Oui. l'éducation. C'est tous des sujets importants. Ben, puis aussi, non, ben, qui sont très, tu sais, urgents. Ouais, tu sais, exact. fait, je comprends Ben aussi que, tu sais, l'indépendance, Mhm. même si ça réglerait sûrement beaucoup de ces Mhm. Sans problèmes-là, doute. tu sais, le monde, ils veulent pas en entendre parler. Non, exact. Tu sais, fait, je comprends Exact. ça. Fait que d'ici là, on s'assure de transmettre une culture, Mhm. s'assurer que le français reste la langue commune Ouais. au Québec. Je pense que... Puis toi, j'imagine, tu veux faire tes armes, là, aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens que, tu sais, tu veux prendre de l'expérience, Ouais. tu veux... Tu sais, des fois, faut que tu manges une coupe de claques pour Ouais, comprendre, oui, tu sais, oui. moi, c'est de même que je vois ça, Ben oui. là, tu sais. Moi, la première fois que j'ai dit que j'aimais pas éduquer l'alcool, je pensais que j'avais juste le droit de dire ça, tu sais, publiquement. Puis là, man, je me suis fait ramasser en live devant Puis là, je m'attendais pas à ça, je suis comme, Chris, je savais pas, man, fallait, tu sais, parce qu'on m'avait dit... pourquoi t'aimes pas éduquer l'alcool? Puis je l'avais dit pourquoi, mais tu sais, c'était comme ça suffisait pas. Puis j'ai dit, mais je sais-tu, est-ce que j'ai pas fait une maîtrise là-dessus, tabarnak? Là? T'aurais dû me le dire, m'aurais préparé. Puis Ouais. ça m'avait ramassé. Puis là, mais je l'ai compris à la dure que, Chris, quand t'as des opinions, c'est pas juste d'avoir des opinions, dire j'ai l'impression Ouais. qu'il faut que t'amènes des faits, il Ouais. faut que t'amènes de quoi, qui est une bonne affaire. En C'est même pas temps, pire, c'est pas c'est si une bonne pire. affaire. esti, Ouais. Fait que je l'ai appris de même. esti, Mais tu sais. Mais tu sais, ces moments-là, tu sais, mettons, moi, tu sais, honnêtement, ça a été quand même été rough quand je me suis fait sacré d'or de la presse. Là. Ouais, ben, gars, c'est ça. parce Ça, que c'est une bonne ben, claque. exactement. Là, t'apprends, puis Exactement. tu fais hostie, Puis quand, tu sais, mettons, quand Mathieu Bocoté, justement, fait sa chronique, puis il me lance des fleurs, on dirait qu'il y a quelque chose de... OK, on se retrousse les manches, puis, Mhm. tu sais, on va vers l'avant, puis il va y avoir d'autres opportunités, puis on va travailler là-dedans. Mais sur le coup, tu sais, Puis sur le coup, on s'imagine que... Tu sais, c'est ta réputation, mais tu sais, au final, je suis quand même un nobody, puis Ben, personne le sait, cette Mhm. histoire-là. Moi, je le sais, ma blonde le ouais, sait, c'est ça. puis j'y pense encore souvent, mais le commun des mortels, là... Mhm. Ils ont d'autres choses à faire que le Ah, chroniqueur occasionnel à la presse, là, Ouais. c'est comme mon sang-sac. Là. Puis sûrement, si tu l'avais pas dit, personne Ah ne ben non, c'est ça, exactement, c'est de ma faute, là, je me suis calé, là. J'aurais pas dû Hey faire man, ça. un gros merci, David merci. Santa Merci à Rosa. toi, Jeff. C'était super cool. Puis encore une fois, allez vous chercher ça, esti, man, de la pensée woke, analyse critique d'une idéologie. Vous irez voir ça, on va essayer de le coller, là. Vois-tu, esti, on va finir par le voir. Excellent. Fait que gros merci mon chum. Puis Merci à toi. si le monde veut te suivre, Ouais, sur Twitter, je suis surtout actif sur Twitter, un peu sur Facebook aussi, que- mais surtout Twitter. quand le podcast va sortir, sûrement ça n'existera plus Twitter. Ça se peut ça Non, aussi, c'est ça se peut ça aussi. Puis Cube Radio, l'été je suis à Cube Radio, puis occasionnellement pendant l'année. Ok. Puis s'il y a un propriétaire d'un journal qui écoute, je suis disponible pour refaire des chroniques. That's it. Hey, gros merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Poum, 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 poum.